Bonsoir à tous. Il est un peu tard. J'espère que l'échauffement d'aujourd'hui s'est bien passé dans l'attente du 1er mai. J'aimerais vous parler de quelque chose avec beaucoup de solennité et beaucoup de précaution aussi. Vous m'avez donné le privilège et la chance de pouvoir m'adresser à beaucoup de personnes en même temps, à travers ce mouvement, de me donner votre attention, de prendre le temps de m'écouter, de vous préoccuper de ce que je disais. Et, euh, Et c'est évidemment une chance extraordinaire, mais c'est aussi une responsabilité énorme. Et si je considère que c'est une responsabilité énorme, c'est pas du fait d'une question narcissique ou autre qui aurait un lien avec ma réputation, mais du fait des circonstances historiques dans lesquelles on est. Vous avez vu tous, comme moi, Emmanuel Macron, il y a quelques jours, faire son allocution à l'Élysée, à un moment qui est pourtant extrêmement important dans ce pays, et vous avez vu comme moi la même personne mettre en place les mêmes scénographies, la même passion à essayer de nous convaincre qu'il était quelqu'un de fascinant et qui ne semblait avoir qu'un objectif, et je pense que vous l'avez tous noté, essayer d'entreprendre les personnes qui étaient son interlocuteur sur place et de les amener à un jeu de séduction et de fascination très forte. Sauf que ça tourne à vide et que le désir qui peut se projeter sur un individu qui n'a pas encore été élu, qui promet le monde, s'effondre complètement dès lors que celui-ci, une fois au pouvoir, se montre incapable de répondre aux aspirations qu'il avait créées. Ce que j'ai vu à l'Élysée me semble extrêmement grave et important parce que j'ai vu peut-être la dernière allocution d'un président de la République. Et en le voyant, je me suis dit cette chose qui peut sembler incroyable, mais que c'était peut-être la dernière fois qu'on voyait Macron à la télévision. Et ça peut sembler absurde, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne en compte la situation à quelques jours du 1er mai et qu'on s'interroge sur notre responsabilité à tous dans ce moment. Le 1er mai, il va y avoir un afflux de personnes ahurissant, notamment vers Paris, vers la capitale, qui va chercher en fait à provoquer une bascule dans ce pays. Une bascule tout d'abord dans le rapport de force au sein des mouvements sociaux, où on va chercher à montrer que la force politique dominante, aujourd'hui, ce sont les mouvements de la rue, des gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui sont exposés à la violence d'État pour protéger les plus fragiles, et qui sont les seuls, sans appui d'aucun parti, d'aucun syndicat, ni quoi que ce soit, et qui l'ont fait depuis plus de 20 semaines, qui continuent à le faire, et qui cette fois, le 1er mai, jour de la fête des travailleurs, vont montrer que ce sont eux les interlocuteurs légitimes de l'État, et que ce sont eux qui aujourd'hui portent la voix majoritaire dans ce pays. Vous l'avez vu, les derniers sondages montrent encore un soutien majoritaire des Français, malgré la violente attaque et mise en place de processus de dénigrement que subit le mouvement. Et je pense qu'on avance, il faut qu'on avance et qu'on se présente à cet événement, encore une fois, avec le sérieux et la responsabilité, chacun d'entre nous, de savoir que l'on porte la voix de la majorité des Français et par ailleurs la voix la plus noble, parce qu'encore une fois, la voix des plus fragiles, des plus exposés et de ceux qui, depuis des décennies, n'osaient plus parler. Ce 1er mai va être très important parce qu'il va s'agir tout d'un coup évidemment de revendiquer cette place, de montrer qu'il n'y a que nous, et on le voit déjà par la façon dont les forces politiques et les médias ont réagi à l'allocution de Macron. C'était comme si tout le monde était suspendu avant de voir comment réagiraient les gilets jaunes. Qui donne aujourd'hui le tempo? C'est la rue. Ce sont les gilets jaunes. Ce ne sont plus les partis politiques, En Marche, les Républicains, le Front National, la France Insoumise. C'est vous et c'est nous ensemble. J'ai des sources j'en ai parlé avec Maxime, j'ai des personnes qui sont en contact, des amis journalistes qui sont en contact avec les responsables de la DGSI, le principal service de renseignement intérieur de ce pays. Apparemment, ils sont rouges écarlates. C'est l'expression qui m'est revenue. Ils sont paniqués face à la mobilisation qui vient.
il y aurait entre 2000 et 2500 Allemands qui sont déjà en France depuis plusieurs jours et qui sont en train de se préparer pour le 1er mai. Il y a des personnes qui viennent de toute l'Europe, qui viennent se mobiliser, prendre un risque extraordinaire. Ce risque extraordinaire, c'est face à un pouvoir qui a montré qu'il était prêt à lâcher les chiens, au sens symbolique et réel du terme. Ils étaient prêts à mettre leur vie en danger. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité aujourd'hui. Et à ces personnes-là, il faut poser cette question, est-ce que vous aurez le courage, tout de même, de vous présenter derrière ceux qui se mobilisent, de faire masse et de protéger ceux qui seront prêts à prendre ce risque-là. On est face à une crise démocratique majeure, face à laquelle le président de la République se montre incapable de répondre, et face à un gouvernement qui a présenté par bien des aspects une dimension criminelle. Il y a des personnes dans ce gouvernement que je souhaiterais voir en prison. Il y a des personnes, au sein des forces de l'ordre et ailleurs, qui répondent à des ordres qui sont manifestement illégaux, qui acceptent de faire violence, de priver de liberté des personnes, du simple fait de l'expression de leurs opinions. Il y a, depuis plusieurs décennies en France, une culture de l'impunité au sein des élites, que j'ai décrite dans Crépuscule, qui fait que vous pouvez, comme Anne Lauvergeon, provoquer la perte de 4 milliards d'euros de ressources publiques, 4 milliards d'euros de ressources publiques, ce qui a provoqué la faillite d'Areva, ce qui a provoqué le licenciement de plus de 3000 Français, la destruction de leur vie, ce qui a provoqué des augmentations dans les factures d'électricité de l'ensemble des concitoyens, et pourtant être nommé dans la foulée au comité d'administration d'Engie, plutôt que d'être mis en prison et de se voir demander comment ça se fait que ces 4 milliards d'euros ont disparu, demander où est-ce qu'ils sont, et demander pourquoi est-ce qu'ils sont partis dans des circuits de corruption et de rétrocorruption qui ont été mis en place. En 2 mots, l'affaire Uramine, celle qui a provoqué la disparition de ces 4 milliards d'euros, qui a valu à Anne Lauvergeon sa promotion au sein du conseil d'administration d'Engie, c'est une affaire qui a été utilisée au départ en achetant des mines invisibles sur lesquelles je suis allé enquêter au Centrafrique, en risquant ma vie, dans un article qui avait été censuré d'ailleurs par Le Monde, qui a fini par être publié par Le Monde diplomatique. C'est une affaire qui a fait disparaître dans des mines invisibles, inexistantes, de l'argent. Pourquoi? Pour corrompre des dirigeants étrangers. Donc il y a 400 millions d'euros par exemple qui sont partis pour corrompre le parti au pouvoir en Afrique du Sud, où on espérait obtenir de grands marchés de nucléaire, plus de 70 centrales nucléaires, qui nous permettraient en fait de sauver la filière nucléaire française, qui est comme le diesel, une de ces décisions catastrophiques qui ont fait que la France aujourd'hui se retrouve en difficulté. Sauf qu'il s'est passé quelque chose en Afrique du Sud, il y a eu des élections. Et contrairement en France, parfois, ces élections ne vont pas dans le sens de ce que veut l'oligarchie. Donc on a fait disparaître 400 millions d'euros en vain, et ça a provoqué une crise extraordinaire. Et ça a provoqué cette destruction. Cette Anne Lauvergeon, j'aimerais évidemment qu'elle soit mise en prison, parce que personne n'a été mis en prison depuis cette affaire qui remonte à 2006. Une enquête qui dure depuis 7 ans, pas une détention préventive, alors qu'il suffit que vous cassiez une vitre lors d'une manifestation pour vous retrouver immédiatement aux prises des forces de l'ordre et à la froideur de la justice. Eh bien, je vous en parle parce que cette affaire a concerné aussi une autre personne. Et cette personne était le directeur du lobbying d'Areva, des affaires publiques, c'est-à-dire celui qui était en charge de s'assurer que personne ne découvrirait cette affaire de corruption et qui était surpayé pour faire ça. Devinez quel est le prénom et le nom de cette personne. Quels sont leurs prénoms et noms? Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui a été recruté là-bas, pourquoi? Parce que comme il avait été élu dans la droite, comme il était un des proches d'Alain Juppé, comme il était quelqu'un qui avait réussi des concours de la fonction publique à 20 ans et qui depuis se comportait comme un marquis, un petit aristocrate, parce qu'il considérait qu'à vie, il aurait la capacité, comme Anne Lauvergeon, de faire ce qu'il voulait sans jamais être sanctionné, parce que c'est comme ça que fonctionne la République de ce pays. Eh bien, cette personne-là était allée se corrompre à Areva et essayer de faire corrompre nos décideurs politiques, d'utiliser son réseau obtenu grâce à nous pour essayer de masquer cette affaire, protéger Anne Lauvergeon et permettre que tout continue comme avant. Aujourd'hui, Édouard Philippe est notre Premier ministre, et c'est lui qui donne les ordres au gouvernement qui font que des citoyens se font arrêter, tirer dessus, frapper, pour défendre leur opinion, et pour défendre des idéaux de justice fiscale, de démocratisation.
Eh bien moi, si j'ai une ambition dans ce mouvement, c'est d'être celui qui permettra que cet homme-là, et bien des autres, aillent en prison. Qu'ils puissent évidemment assurer leur défense, mais une fois qu'ils seront en prison, en préventive, comme ces milliers de Français qui ont dû passer par les fourches codines de la justice sans aucune pitié. Il n'y a aucune raison qu'eux non plus aient notre pitié. Et donc j'en viens en fait au sujet de cette interlocution. J'aimerais qu'on commence à réfléchir à l'après. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se mobiliser parce qu'ils se disent que de toute façon, il n'y a pas d'alternative proposée par les Gilets jaunes. Et j'aimerais qu'on réfléchisse et qu'on fasse un effort ensemble de projection dans l'après. Et comme j'ai vu qu'il y avait un appel à se saisir des ronds-points, à reprendre les ronds-points, j'aimerais bien qu'on y aille tous avec cette idée qui est de se dire qu'est-ce qui se passe si le 1er mai, ou qu'est-ce qui se passe si peu après, Emmanuel Macron tombe. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter que d'autres partis politiques, que d'autres institutions reprennent le pouvoir à notre place, c'est-à-dire à la place du peuple. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que ce que portent les Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement qui vise à créer la 3e étape de démocratisation de notre pays. Vous vous souvenez, donc avant la Révolution française, il y avait d'abord l'époque de la servitude. Il y avait des serfs qui étaient complètement soumis à leurs seigneurs. Puis après, l'aristocratie est venue. Et l'aristocratie, en gros, on a réussi à se libérer du servage, mais on était complètement soumis aux marquis, aux ducs, aux barons. Ensuite, il y a eu la Révolution française. Sauf qu'il n'y avait peut-être pas les niveaux d'instruction suffisants, peut-être pas les moyens technologiques suffisants pour créer une véritable démocratie. Donc on a créé ce que j'appelle une démocratie bourgeoise, en tout cas ce qu'ils appellent une démocratie représentative, de laquelle on a décidé de choisir des personnes qui parleraient en notre nom. Mais le seul avantage que nous a donné cette République, c'est de pouvoir voter de temps en temps pour choisir qui parlerait en notre nom, et pas pouvoir parler par nous-mêmes. Pendant 2 siècles, ça a marché plus ou moins bien, avec ses défauts et ses qualités, mais ça a produit un effet naturel, c'est que ces personnes-là, qu'on avait instituées, pour apprendre à parler, pour être formées, pour prendre le temps de se construire, pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous, elles se sont instituées en caste. C'est-à-dire qu'elles ont commencé à veiller d'abord pour leurs intérêts, avant de veiller aux nôtres. Et donc, aujourd'hui, on est face à une crise de la démocratie représentative, et les Gilets jaunes, ce qu'ils montrent, c'est que ces personnes-là ne supportent plus qu'une autre forme de parole émerge dans l'espace public que la leur. Eh bien, il faut rompre ça, il faut rompre avec leurs privilèges, et c'est pour ça qu'ils ont si peur, et qu'ils font si violence. Et il faut provoquer la 3e transformation de notre pays, c'est-à-dire vraiment créer une démocratie directe, dans laquelle, à tout moment, chacun d'entre nous pourra prendre le pouvoir, la parole, pardon. Chacun d'entre nous pourra à nouveau revendiquer le droit à s'exprimer sur le sujet qu'il conviendra. Et on n'aura pas à élire tous les 5 ans quelqu'un qui décidera de tout pour nous. Et si on s'était trompé, ou si on nous avait trompé, comme ça a été le cas avec Emmanuel Macron, comme j'ai montré dans le Crépuscule, on doit tout assumer pendant 5 ans. Et on se retrouve dans une situation des privatisations d'aéroports de Paris, à la décomposition d'EDF, parce que c'est ce qui vient. On ne l'a pas encore parlé, mais on va diviser en 2 EDF maintenant, mettre d'un côté le nucléaire, la partie la moins rentable, et privatiser la partie la plus rentable, les énergies renouvelables, etc. Pourquoi? Pour que le grand public paye pour ce qui coûte le plus cher, et que le privé, derrière, garde ses avantages et fasse des profits. Eh bien, pour éviter des situations comme ça de prédation, que j'explique dans Crépuscule, et je montre comment ces choses-là sont le fait d'une corruption systémique. Quand je dis ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption, c'est qu'en fait, ils ont réussi à légaliser la corruption. Ils ont réussi à construire un système dans lequel leur carrière dépendait de leur capacité à faire des dons aux intérêts privés, aux plus puissants d'entre eux, ceux qui contrôlent les médias, 9 personnes qui contrôlent 90% de la presse écrite nationale de votre pays. Alors la presse écrite, c'est ce qui vous permet évidemment d'émerger dans l'espace public derrière. Donc il faut mettre fin à ça. Et ce qui a été porté par les Gilets jaunes, c'est évidemment le référendum d'initiative citoyenne. On pourrait penser que c'est un gadget, pas du tout. C'est ce qui permet à tout moment de s'opposer, de s'interposer entre nos représentants, entre guillemets, les personnes à qui on a délégué notre parole, et les intérêts privés qui seraient tentés de servir. Et donc se battre pour cela, pour le RIC, pour le mandat impératif, ça demande non seulement d'avoir des propositions de fond, ça on les a, mais aussi de réfléchir aux institutions qui feront la transition. Alors moi j'ai commencé à y réfléchir tout simplement parce que mon intérêt dans tout ça,
Honnêtement, ce serait d'un jour avoir la possibilité de devenir l'un de vos procureurs. C'est-à-dire dans votre nom, et après avoir, et je pense que la meilleure façon de faire ça, ce serait de proposer le poste à un certain nombre de personnes à travers l'élection, n'importe qui pourrait se présenter, c'est d'être l'un de ceux qui permettraient de mettre ces personnes-là en prison. Alors il faut penser justement du coup à la création d'un tribunal populaire, un tribunal révolutionnaire, un tribunal républicain, avec des tribunaux républicains qui existeraient à l'échelle régionale. Avec, selon moi, il faudrait revenir à une forme de démocratie avec des jurys citoyens, évidemment, tirés au sort, avec un procureur qui soit élu, un juge qui n'ait pas le droit de prendre la décision, mais justement d'aider, d'accompagner le tribunal, les citoyens, pardon, qui seraient au jury. Ce tribunal, il aurait deux fonctions, il devrait être mis en place avec un code ad hoc. D'un côté, juger les responsables des malversations, et de l'autre, et des corruptions dont on parle, de la déprédation de nos biens, des biens communs qui ont eu lieu ces 30 dernières années, l'ensemble des privatisations, etc. Et de l'autre, les responsables des violences et des mutilations, des éborgnages, des arrestations arbitraires qui ont été commis. Il faudrait ensuite, évidemment, faire quoi? Remplacer le Conseil constitutionnel. S'assurer que ce soit plus ces hommes politiques, pour certains corrompus. Alain Juppé était condamné, par exemple. Et il faudrait le remplacer par quoi? Par exemple, par une institution qui... moi, j'ai pensé à quelque chose d'assez simple. Au niveau, on aurait des citoyens tirés au sort et on pourrait, par exemple, proposer à quelqu'un comme Étienne Chouard de prendre la présidence de cette institution, mais sans droit de vote. Tout simplement pour qu'il fasse ce qu'il a fait depuis des années à cette fin, c'est-à-dire qu'il propose des formes d'ateliers constituants qui accompagnent les personnes qui ont été tirées au sort pour les aider à comprendre comment fonctionne la fabrique de la loi et leur donne la méthode pour le faire. Après, il faudrait réfléchir à, évidemment, construire une assemblée constituante. Alors, combien de délégués? 700, 800? À quelle échelle on le fait? Ça, il faudra qu'on en discute ensemble, mais il faut qu'on le fasse très vite. Il faut qu'on commence à avoir des idées très vite. Parce que, à la fois, je suis pas du tout d'accord avec ceux qui veulent faire des chartes des gilets jaunes, parce qu'on a le droit d'avoir des valeurs différentes. Il y a des gens qui ont des idées politiques très très différentes dans ce mouvement, et il ne s'agit pas de prendre la parole au nom de l'ensemble des Français. Il s'agit de donner la possibilité aux Français de reprendre cette parole, de reprendre ce droit à s'exprimer. Donc il faut qu'on se respecte dans nos différences, et il faut par contre qu'on redonne la possibilité à chacun, comme il le souhaite, de s'exprimer. Donc cette assemblée constituante, avec un mandat impératif et révocatoire, ça me semble une évidence, mais j'aimerais bien qu'on commence à discuter ensemble pour savoir comment est-ce qu'on le met en place et quel type de personnalité on mettrait dans l'autre institution importante, il me semble, ce serait un conseil de transition. Quelles sont les personnes les plus respectables et qui seraient le plus à même pour nous de nous assurer que ces personnes-là ne seraient pas là pour prendre le pouvoir, et pour nous assurer que la machine étatique continue à fonctionner, que l'État ne s'effondre pas, qu'il continue à avoir des directions données, et qu'en même temps, ces personnes-là ne soient pas là pour accaparer le pouvoir et mettre en danger l'ensemble de l'œuvre qu'on va commencer à construire. Et ça, pareil, moi, j'ai pas de proposition là-dessus, mais je pense il faut qu'on commence à faire des listes. De la même façon que moi, j'ai commencé à faire des listes des personnes qu'il faudrait accuser. Et de la même façon que j'ai commencé à faire des listes des mesures qu'il faudrait faire pour s'assurer que l'oligarchie perde le pouvoir, très rapidement. Ça passe notamment, je pense, par le fait d'ordonner tout de suite à l'administration fiscale une vérification de fond en comble. Par exemple, j'ai pensé, c'est un seuil, mais c'est peut-être pas la bonne idée, à vous de me dire, toutes les fortunes qui sont supérieures à 50 millions d'euros de ce pays. Vérifier d'où elles viennent, comment est-ce qu'elles ont été constituées, est-ce qu'elles sont légitimes, est-ce qu'elles s'appuient sur des faits de corruption directe ou indirecte, sur une dépendance de l'État. Et comment ça se fait qu'on en est arrivé à avoir jusqu'à 87 milliards d'euros pour Bernard Arnault, une seule personne? Ça, c'est une mesure, par exemple, qui me semble importante et qui me permettrait très rapidement de dégager des ressources pour aider les personnes les plus en difficulté dans ce pays. Avec évidemment la remise en place d'un contrôle des capitaux, la reprise de contrôle, selon moi, ça c'est à discuter encore une fois par référendum très rapidement, de notre capacité à produire la masse monétaire. Et donc évidemment, la question de l'appartenance à l'Europe, qui à mon avis devra être soumise à référendum très rapidement, mais quand même on nous le sent peut-être quelques mois, 2, 3 mois, à discuter, je ne sais pas ce que vous en pensez, le temps qu'on puisse recréer un débat, parce qu'on n'a plus de débat sur ce sujet, c'est pas possible. Il y a peut-être 30 ou 40% des Français aujourd'hui qui veulent sortir de l'Europe ou de l'euro.
Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement mal informés de tous les côtés, de ceux qui sont favorables, de ceux qui sont contre, et qu'on n'arrive pas à confronter ces opinions. Et du coup, on bloque complètement le sujet. Vous vous souvenez du scandale démocratique de 2005, qu'on nous a volé notre droit de nous exprimer. Eh bien là aussi, il faudrait créer en fait la possibilité de débattre pendant 3 mois, et ensuite de décider, pas avec un référendum oui, non, on sort de l'Europe, mais avec plusieurs questions. Est-ce qu'on veut rester dans l'Europe avec telle ou telle condition? Est-ce qu'on veut rester dans l'euro avec telle ou telle condition? Etc. Il faudrait aussi évidemment revoir les formes d'élection des personnes. Euh, Est-ce qu'il faut toujours faire les modes de scrutin? Et ça, Étienne Chouard, il travaille depuis des années. Il faudra aller vers lui et prendre des décisions à ce niveau très vite. Parce qu'il faut des scrutins préférentiels. En gros, on fait un panachage entre les différentes qualités de chacun, des listes différentes, de façon à trouver des équilibres. Est-ce qu'on fait des proportionnels intégrales? Tout ça, c'est des questions auxquelles je vous invite à réfléchir, auxquelles dont il faut qu'on se saisisse très vite, mais qui arriveront dans un second temps. Les mesures très urgentes, une fois encore, pour assurer la transition, il y en a une qui est peut-être la plus importante, c'est les médias. Comment s'assurer qu'on réussit très rapidement à libérer les médias de leur emprise oligarchique et qui fassent qu'on ait des espaces de diffusion ensemble. Et là, il y a un sujet très important. Moi, je pense que tous les médias qui appartiennent à des grands groupes industriels, qui ne sont pas des groupes de presse, ou à des oligarques qui ont des intérêts directs ou indirects dans leur rapport avec l'État, eh bien, ces médias, il faudra évidemment les libérer. Et comment est-ce qu'on les libère? Dans un premier temps, moi, je m'étais dit, il faut tout simplement nationaliser et avec ça, donner en fait le contrôle des médias aux journalistes eux-mêmes. Ça peut sembler une bonne solution. Puis après, je me suis rendu compte, mais non, parce que les journalistes qui ont été recrutés dans ces médias-là, ils ont été recrutés par ces grands oligarques. Donc si on fait ça, on se retrouve dans une situation complexe dans laquelle, en gros, des personnes qui ont été nommées et recrutées principalement parce qu'elles savaient servir les intérêts des puissants, se retrouveraient à contrôler cet espace-là. Donc en gros, les plus mièvres et les plus corrompus. Donc derrière, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait qu'on organise une souscription nationale pour remplacer le capital de ces gens-là, pour leur permettre de continuer à exercer. Donc chacun, avec une petite somme, pourrait devenir un des copropriétaires de ces médias, disons pour 20 euros. Après, il y aurait des assemblées générales qu'on pourrait faire virtuellement, qui permettraient d'élire les directeurs de la rédaction, les rédacteurs en chef, etc. Et ce qui manquerait, en gros, d'abord, l'État abonderait, sans avoir le contrôle sur les médias, parce qu'il ne s'agit pas, évidemment, il s'agit d'accroître la démocratie, pas de reprendre le contrôle sur celle-ci. Et qu'est-ce qu'on ferait dans la foulée? Eh bien, évidemment, on pourrait créer un système où, dans vos impôts, quand vous faites vos déclarations de revenus, maintenant c'est quasiment automatique, mais bon, vous pourriez décider, y compris pour les partis politiques et pour les médias, à qui vous décidez d'accorder le pourcentage de vos impôts qui est censé financer cet espace-là. Et vous voyez, comme ça, du coup, on assurerait un financement citoyen, qui ferait que ces médias seraient à nouveau indépendants et parleraient à nouveau dans l'intérêt de l'ensemble de la société, et pas de ceux qui les détiennent. Pour les partis politiques, il faudrait évidemment interdire à tous les politiques, selon moi, tous les partis politiques qui existaient sous la Ve République, de pouvoir se présenter aux nouvelles élections. Ça me semble un minimum, un point de départ important. Et après, il y aurait des mesures, mais de plus long terme, sur l'éducation, sur les grandes écoles, etc. Il y a un dernier point, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter l'évasion de capitaux. Moi, je pense qu'il faudra très rapidement, donc, non seulement reprendre le contrôle sur la fabrication de la monnaie, qu'on nous a arraché depuis très longtemps, mais aussi s'assurer que les oligarques ne partent pas trop vite, quoi. Et ça, ça passe par le tribunal dont je vous parlais tout à l'heure. En Algérie, les premières fortunes ont été arrêtées quasiment au moment où la révolution commençait, et alors qu'ils essayaient de fuir. Moi, je tiens à dire qu'à ces personnes-là qu'elles ne pourront pas fuir. Voilà. On a quelques jours pour se préparer, pour se faire confiance, pour se dire que si jamais il y avait une possibilité de provoquer quelque chose, on soit là pour faire ce travail et pour être suffisamment sérieux pour montrer, pour donner la confiance aux gens qu'il n'y aura pas d'effondrement. Il n'y aura pas d'effondrement pour eux, mais que l'État continuera à fonctionner, que les services publics seront assurés, mais que par contre, on ne se soumettra pas à nouveau à ce pouvoir politique. Est-ce que ça prendra 10 ans? Est-ce que ça prendra une semaine? Les révolutions, vous savez, sont complètement imprédictibles, pardon. Mais ce travail me semble très très important et j'aimerais qu'on le commence ensemble et que chacun y commence et qu'on se sente du coup en confiance au moment d'agir. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Et oui, évidemment, le passage obligé et le préalable, c'est le RIC, qui fait que plus jamais quelqu'un pourra prendre une décision contre nos intérêts, ou s'il le prend, on pourra évidemment le renverser. Vous avez beaucoup de commentaires. J'ai pas pu voir au début parce que j'avais besoin de vous faire cette présentation assez longue. Mais encore une fois, il y a des gens en fait sur qui il va falloir travailler. Parce que ces personnes-là ont pris une immense responsabilité dans la crise démocratique et l'humiliation qu'on subit à l'échelle internationale. Ce rouge écarlate dont parle la DGSI, dont nos forces de l'ordre, à mon avis, ne sont pas fiers. Et ça, c'est un dernier point que je voudrais peut-être aborder en vous laissant le temps de faire des questions, de poser des questions que je suis en train de regarder. Il faut qu'on arrête de parler de violence policière. Ce qui est en train de se passer, c'est des violences politiques qui sont menées par un gouvernement contre sa population, et contre la partie, encore une fois, la plus légitime de sa population. Donc il faut avoir conscience que les dérives policières au sein de cette répression sont minimes. Les policiers psychopathes qui prennent plaisir à frapper sur les personnes sont une petite minorité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la police est utilisée par le gouvernement afin de s'interposer envers sa population pour éviter de répondre à ses demandes légitimes. Et donc il faut parler de violence politique. Il ne faut pas se laisser avoir par cette question de la violence policière, comme si en fait c'était une défaillance de ces fonctionnaires qui ont prêté serment pour défendre la République et se retrouvent aujourd'hui obligés de se confronter à leur population. On me pose la question de l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en Europe, et s'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de venir aujourd'hui en préparation du 1er mai en France, c'est parce qu'ils ont un espoir extraordinaire qu'on puisse changer les choses. On est la 6e puissance mondiale, économiquement parlant. On peut changer le système économique. On peut aller vers plus de redistribution, plus de justice, plus de transition écologique. Pour une seule raison, on est plus fort que le capital. On est plus fort que ces multinationales, dont on détient une grande partie, et qui servent en gros d'extension de l'appareil d'État. Total, Vinci, les personnes de gauche ont souvent commis l'erreur de les présenter comme en gros des opposants, enfin des ennemis. Il faut comprendre que c'est plus compliqué que ça, que l'État en fait les a créés comme des extensions, c'est para-étatique en fait. Et donc il faut se rendre compte c'est des outils à notre service qu'on peut réorienter vers quelque chose de plus constructif. Vinci nous pille à travers à travers la privatisation des autoroutes, mais c'est une décision consciente de l'État pour donner des marges de manœuvre financières à Vinci pour qu'ils aillent chercher des marchés à l'étranger et qu'ils puissent les rafler contre les autres entreprises et puis après, ils rapatrient les revenus. Sauf que ça crée qu'une chose, une augmentation énorme des inégalités. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui est l'actionnaire de Vinci qui récupère ses dividendes? C'est les actionnaires. Et donc ceux qui ont accès au capital, donc les plus favorisés. Donc c'est une politique choisie, mais qui pourrait avoir une autre orientation si on le décidait. Et qui pourrait faire que cet argent pourrait revenir à l'ensemble des populations. Donc oui, il faut recréer des banques publiques, évidemment. Il faudra nationaliser des banques immédiatement pour retrouver le contrôle sur la création monétaire. Je suis complètement d'accord avec vous. Comment lutter contre les lobbyistes? Tout simplement en ayant un État fort, et ça aussi, ça sera des règles très très fortes, notamment le mandat impératif, révocable, unique, mais aussi surtout pour la haute fonction publique, l'interdiction du pantouflage. Et parmi les personnes qu'il faudra aller chercher avec le nouveau tribunal, toutes les personnes qui seront compromises et qui auront utilisé ce que nous leur avions donné, le privilège de pouvoir étudier longuement, le privilège de pouvoir accéder au réseau de l'État, à l'inspection des finances, par exemple, comme l'a fait Macron, théoriquement, non pas pour aller se corrompre chez Rothschild, mais pour servir l'État et pour s'assurer que l'on dépensait bien notre argent. Eh bien, ces personnes-là, il va falloir chercher leur responsabilité dans toutes les opérations qui ont fait piller le pays. Et oui, je crois qu'on peut faire piller le gouvernement. Oui, Mireille, je crois vraiment. Parce que de toute façon, c'est ça que je veux vous dire, quoi qu'il arrive, il faut qu'on se mette en fait en dialectique avec eux, dans lequel ils sentent en fait qu'ils peuvent tomber pour une simple raison, c'est la seule façon de leur arracher quelque chose. Et si on arrive à leur faire arracher, ne serait-ce que le référendum d'initiative citoyenne, eh bien derrière, en fait, on changera très rapidement le système dans son ensemble. C'est pour ça qu'ils ne le lâchent pas, quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, en fait, tout simplement, il faut... vous voyez, moi, le 1er mai, je serai là, évidemment, oui. Et je serai là en première ligne pour une simple raison.
pour une raison qui ne m'appartient pas, parce qu'encore une fois, moi j'avais mis ce livre en ligne en PDF début novembre, et j'avais appelé à soutenir les Gilets jaunes contre toute ma classe sociale avant le début, avant l'acte 1, sur 28 minutes sur Arte, vous pouvez vérifier. Je pensais que je signais ma mort sociale en faisant ça, que je commettais un acte définitif, parce que vous imaginez, vous mettez un PDF en ligne, qu'est-ce qui peut se passer avec un PDF? Rien, a priori. On vous prend pour un fou, et puis c'est fini, on se débarrasse de vous. Et il s'est passé ce truc incroyable que ça a pris une ampleur énorme, sans aucun appui médiatique, sans aucun appui institutionnel. Les gens ont regardé et sont précipités sur ce texte, sont partagés, parce qu'ils trouvaient, je pense, des outils de compréhension à ce qui se passait et aux choses qu'on leur masquait. Là où des personnes jouaient. Ce que je décris dans Crépuscule, c'est comment, en fait, en gros, il y a des asymétries d'information, il y a des choses qu'on nous cache, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a tout un point aveugle dans l'information qui font que même s'il y a beaucoup de journalistes de bonne foi, ils y participent malgré eux. Et ça, c'est justement la détention par les oligarques de ces médias-là, de personnes dont la fortune dépend de l'État et qui achètent des médias pour influencer les politiciens. Et ça crée des zones d'ombre, des ignorances, et ça crée des trahisons, et ça crée des décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts et qui ne sont pas expliquées. Et du coup, ça crée beaucoup de trahison, de violence, de frustration. Et il y avait des personnes, jusqu'à mon livre, qui utilisaient en fait ces zones d'ombre pour créer des théories qui désactivaient les gens politiquement. Je pense par exemple aux Soraliens, qui se sont concentrés sur la question des sionistes pour essayer d'esquiver. Et je sais que j'ai été beaucoup critiqué à ce sujet, qu'ils m'attaquent de façon très violente, ils me diffament en parlant d'Atali, de mon appartenance à franc-maçonnerie, du fait même que je serais sataniste, vous imaginez. Enfin, pour un gamin de 29 ans, enfin, je suis plus un gamin, mais pour quelqu'un qui a une vie tout à fait normale, qui s'est exposé publiquement, enfin, ce que ça peut vouloir signifier. Pourquoi est-ce qu'ils sont furieux? Parce que ils avaient construit, en fait, ils s'appuyaient sur ces zones d'ombre, dont j'explique pourquoi est-ce qu'elles existent, pour désactiver les gens en disant, mais de toute façon, c'est un grand complot mondial. Et ça provoquait quoi? Ça provoquait tout simplement qu'ils ne pouvaient rien faire, politiquement parlant. Qu'est-ce que vous faites contre un grand complot mondial? Où c'est les sionistes, les francs-maçons qui décident de tout en votre nom. Vous pouvez rien faire. Et du coup, vous restez chez vous et vous continuez à regarder des vidéos d'Alain Soral, etc. Alain Soral, aujourd'hui, je tiens à l'indiquer quand même, le procureur de la République, qui dépend du gouvernement, donc d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, a ordonné le fait qu'il ne soit pas arrêté, alors que la justice avait demandé à ce qu'il soit arrêté. Moi, j'étais contre le fait qu'il soit arrêté. Je considère que personne ne devrait être mis en prison du fait de ses opinions, pour débiles qu'elles soient ou infondées. Vraiment, je tiens à le dire. Mais si je suivais la théorie d'Alain Soral, qui disait qu'en gros, c'est le CRIF qui décide de tout dans ce pays, et les sionistes. Si je suivais cette théorie, et il a dit qu'il était persécuté, que ce mandat d'arrêt avait été fait par ce complot sioniste à l'échelle mondiale qu'il décrit dans plein de vidéos, comment est-ce qu'il explique que le gouvernement ait décidé d'ordonner qu'il ne soit pas arrêté, et qu'une décision de justice ne soit pas appliquée pour le défendre? Et si je suivais cette théorie, il parle de moi comme un opposant contrôlé, lui qui a jamais rien fait pour amener une véritable révolution, qui s'est jamais vraiment impliqué dans ces mouvements-là, qui juste se contente de déblatérer en racontant des choses parfois intéressantes, souvent délirantes. Il serait quoi, lui, alors? Quelqu'un qui est protégé par le gouvernement? Comment est-ce qu'on l'explique dans sa théorie? Qu'il nous l'explique? Pourquoi est-ce que le gouvernement décide, alors qu'il m'attaque depuis des semaines, tout d'un coup de le protéger, d'empêcher qu'il soit mis en prison alors qu'il y a une décision de justice à son encontre? Alors lui, il va dire, bah oui, mais c'est parce que c'était illégal. Non, mais il lui-même dit que c'était à cause du CRIF que cette décision avait été prise, qui était persécuté par le CRIF, et il explique après que le CRIF contrôle le gouvernement. Alors quoi? En fait, c'est un infiltré du CRIF? Ou c'est juste qu'en fait, il s'appuyait sur les zones d'ombre qui existaient pour essayer de manipuler les personnes, pour essayer de leur dire qu'ils savaient des choses qu'ils ne savaient pas, les concentrer sur des objets qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas politiquement faire quelque chose. Moi, à ma modeste mesure, et je prétends pas tout savoir, hein, vraiment de loin, par contre, je sais une chose, de ce que j'ai vu de l'intérieur. Évidemment, je suis pas franc-maçon, évidemment, Jacques Attali n'est pas mon parrain, ni mon neveu, ni mon je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on a raconté, il n'y a pas de... Enfin, bref, vous le savez très bien, je me suis expliqué, j'ai raconté en détail, en fait, d'où je viens, j'ai tout exposé à des niveaux de transparence franchement inédits, hein. Je suis pas un sataniste, je mange pas d'enfants, parce qu'on me l'a fait quand même, hein. Je suis pas quelqu'un de parfait, par contre, c'est sûr, mais par contre, je suis quelqu'un de très déterminé et je vais pas me laisser avoir par ces personnes-là. Et si je suis en train de m'opposer à tout un gouvernement qui m'a menacé de me mettre en prison pour le coup, pour avoir armé les esprits, parce que j'ai trahi leurs secrets,
Je vais pas me laisser intimider par ces personnes-là. Et si j'ai trahi ces personnes corrompues là-haut, qui essayaient de m'absorber, ces milliardaires qui me proposaient de travailler avec eux, c'est pas pour me laisser intimider par des petits marchands de haine. Et ils pourront pousser, ça marchera pas. Et donc je voulais dire justement sur moi j'essaie de donner des outils pour comprendre où est l'argent, pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans l'espace informationnel. J'essaie d'aider chacun d'entre nous à mieux comprendre comment fonctionne le système, parce que la société m'a donné la possibilité pendant toutes ces années, en fréquentant ces espaces-là, de recueillir beaucoup d'informations, faisant toutes ces grandes écoles. J'essaie de redistribuer ce savoir, tout simplement. Et du coup, de permettre à chacun après de se déterminer, et politiquement et ailleurs. J'essaie pas de les enfermer, vous voyez, c'est l'exact inverse. Ces personnes-là essaient de vous enfermer dans un raisonnement clos, dans lequel il n'y a pas de solution politique. Mais au contraire, je vous appelle à l'émancipation. Je vous appelle à prendre la parole par vous-même et à ne pas dépendre de personnes comme moi, et a fortiori de personnes comme Soral ou les oligarques dont il est l'idiot utile au final. Voilà, donc ça, c'est une clarification par rapport à cet individu qui aime se poser en victime tout en prétendant que c'est un viriliste. S'il a compté pour certaines personnes ici, sachez que je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui montre la limite de sa démarche. Voilà, je vais fermer cette parenthèse parce que je suis pas là pour... chacun a le droit de penser ce qu'il veut, encore une fois, mais comme j'ai été attaqué bille en tête par ces personnes-là, je préférais m'expliquer à vos sujets. Et je sais que beaucoup de personnes en ont parlé et ont été inquiétées à travers ça. Donc je vais recommencer à voir vos questions, pardon, à chaque fois j'essayais de répondre à ça. Non, évidemment, je ne participe pas aux européennes. Moi, je pense qu'il faut qu'on saute les européennes. Vous savez, les députés qu'on va élire à l'Assemblée, au Parlement européen, n'ont même pas le droit à l'initiative législative. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le droit de proposer des lois. Ils peuvent seulement les amender. Donc, au lieu de participer à pour moi, ce qui est une parodie d'élection, de dépenser nos énergies à nous dire pour qui est-ce qu'on vote, pour comment est-ce qu'on vote, nanana, de céder leur chantage en disant si on vote pas, Macron sera haut, mais qu'il soit haut, qu'il envoie des notables à l'Assemblée, qu'il fasse élire 25 députés plutôt que 20, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Je pense qu'il y a un enjeu beaucoup plus important aujourd'hui, non? Je pense que la façon qu'on a eu d'obtenir ces 13 milliards d'euros qu'il a donnés pour les plus fragiles et les plus faibles, qu'on lui a arrachés, c'était par la rue, c'était pas les partis politiques, c'était pas les syndicats, c'était pas les élections. Donc a fortiori pas les européennes. Donc je vous dis pas que pour d'autres élections, peut-être plus tard, il faudrait faire... Mais là, franchement, je pense qu'il faut qu'on se divise sur ce sujet. Moi, j'irai pas voter, ou peut-être que je voterai blanc. En tout cas, j'appellerai certainement pas à voter pour qui que ce soit. Et surtout, je leur donnerai pas une voix qui leur permettra de dire qu'ils sont légitimes et qu'on continue à croire là-dedans. On n'y croit plus à ça. On n'y croit plus à ce système dans lequel on essaie de nous donner l'impression qu'on a une possibilité de dire notre mot, alors qu'en fait, on fait que nous priver de notre parole. Et donc oui, pour le 1er mai, je serai en première ligne, tout comme j'ai été la semaine dernière à République. Il y a des vidéos où on me voit frapper par la policier, etc. Pourquoi? Parce que j'ai envie que les personnes qui sont en face de nous, si jamais ils me reconnaissent, ils reconnaissent Maxime, ils reconnaissent Eric, j'aimerais bien qu'on soit tous en première ligne. Et qu'ils voient que nous, on fait corps, tous, ensemble. Il n'y a pas de distinction entre nous, et on n'a pas peur. Et s'il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui se relèvera. Et je ne suis pas plus important qu'un autre, et je suis prêt à prendre autant de coups que l'autre pour défendre nos idées, ni plus ni moins. Et peut-être plus, tout simplement pour montrer l'exemple, parce qu'encore une fois, il y a ce truc qui fait qu'en ce moment, ça va pas durer. Hein. Ça n'a pas vocation à durer, je pense. J'ai cette concentration d'attention qui se fixe sur moi, qui fait que on peut organiser des choses ensemble et tu peux aider au mouvement de cette façon. Et ben, je veux être particulièrement exemplaire. Et s'il y a un gardien de la paix qui m'a vu sur une vidéo, sur BFM, qui a lu Crépuscule, bah, qu'il voit que moi, contrairement à leur chef, là, eux qui fonctionnent de façon verticale comme ça, bah, moi et vous, on est tous à côté l'un de l'autre et on n'aura pas peur. Et on leur montrera la seule chose qu'on a et qu'ils n'ont pas, nous qui allons à corps nus, à chair nue face à eux, le courage. À l'acte 3, de notre côté, il y avait des personnes qui étaient prêtes à perdre une main, un œil, éventuellement la vie pour défendre leurs idées, pour défendre les leurs. Et en face, on avait quoi? On avait un hélicoptère qui était prépositionné pour évacuer au moindre problème ces couards qui prétendent nous diriger. Le jour où les personnes qui s'interposent entre eux et nous, ces forces de l'ordre que le gouvernement a envoyées comme ça, se rendront compte que la dignité est de notre côté et qu'on est en capacité de leur proposer quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus fort que ce qu'ils défendent en face, bah, je pense qu'à ce moment-là, on aura fait un grand pas pour amener à ce qui a déjà commencé, à leur donner cette confiance qui fera qu'ils diront
on baisse les armes, on laisse passer. Donc il y a des personnes qui veulent voter, allez voter. Mais sachez que, encore une fois, le bloc bourgeois fera son 20%, parce que eux, ils font élire des personnes qui les ressemblent, qui défendent leurs intérêts, et ça leur coûte rien. Ils savent très bien que le seul effort à faire, c'est aller mettre une urne de temps en temps, et harceler tout le reste des Français en disant, voyez, si vous votez pas assez mal, c'est que vous croyez pas en démocratie, on s'est battu, on s'est sacrifié pour faire la démocratie, et faire qu'in fine, du coup, ça légitime leur pouvoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, encore une fois, j'ai pas envie qu'on se divise là-dessus. Je veux juste dire que le plus important, et l'histoire est en train de s'écrire dans la rue aujourd'hui. J'occulte aucune influence. J'occulte aucune influence. J'ai parlé du rôle de la franc-maçonnerie, y compris à des niveaux importants. J'ai expliqué que c'était beaucoup plus important en province qu'à Paris. J'ai expliqué comment des personnes comme Valls, Mélenchon, mais aussi Benalla, Ismaël Émélien, le conseiller spécial, ont fait leur carrière notamment grâce à la franc-maçonnerie. J'ai expliqué que c'était pas normal qu'il y ait des espaces secrets dès qu'on touche aux politiques. Et par contre, j'ai expliqué que en ce qui me concernait, évidemment, j'avais jamais été initié, je vous l'aurais dit sinon. Pourquoi est-ce que j'aurais raconté tout ce que j'ai raconté sur moi si ça aurait été pour cacher quelque chose, à part encore une fois pour penser qu'on est dans un grand complot qui ferait que nanana. J'ai expliqué que ce que j'ai vu au plus haut, que moi j'ai réussi par exemple à m'intégrer dans ces sphères-là, j'ai été adopté par ces sphères-là du pouvoir et de l'oligarchie, sans jamais avoir été franc-maçon ou approché de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a des réseaux qui sont plus importants encore, qui sont ceux des grandes écoles, qui sont ceux qui sont construits par l'oligarchie, et qui font quelqu'un comme Macron, même s'il s'est prêté à des jeux d'influence comme ça, de réseau avec la maçonnerie, il s'est présenté en tenue blanche une fois en 2016, il n'a pas eu besoin de ça, il s'est principalement appuyé sur les réseaux oligarchiques et que je décris dans Crépuscule et médiatiques. Et donc j'essaie juste d'apporter de la complexité en fait. Après je me fais attaquer violemment parce qu'on dit si, ça, mais vous savez, moi j'essaie pas de prendre la place de qui que ce soit. Hein. J'essaie juste de dire que quand on vous explique que c'est une chose, essayez de voir que c'est parfois plus compliqué. D'ailleurs, j'incite à lire d'autres choses que mon livre, que Crépuscule, qui est un accès libre hein, pour qui veut le lire. Il y a un livre, par exemple, très important d'un journaliste, Marc Andevel, qui est sorti il y a 3 jours, qui s'appelle Le Grand Manipulateur sur Macron, et qui parle notamment des réseaux avec la franc-maçonnerie, qui parle des orgies qu'il y avait dans En Marche pendant la campagne, qui parle des réseaux algériens, qui parle de toute une série de réseaux qui ont été utilisés par Macron pour se faire élire, et qui complètent en fait ce que j'ai travaillé. Donc voilà, donc ça on met de côté, et on revient au vrai sujet, qui est comment on se mobilise pour défendre nos droits. On arrête de fantasmer, on arrête de se projeter sur des béquilles émissaires qui nous permettent d'être très confortables sur notre canapé, à disserter sur le monde sans se bouger pour défendre les droits et ceux de nos proches. Parce que je pense que c'est ça ce qui est important aujourd'hui. C'est aujourd'hui important, on a la possibilité de reprendre en main notre destin, donc on arrête de penser que tout est joué d'avance, et on se mobilise en oubliant, en disant oui, c'est des oligarques, je sais pas quoi, on y va tout simplement. On y va, qui que ce soit qui est en face, et voilà. Et donc moi je pense qu'il faut qu'on soit présent sur Paris, j'appelle vraiment à ce que vous veniez en masse sur Paris, et en province, vous trouverez les conférences que j'ai faites parce que j'étais à Jupy hier, à Montpellier il y a 3 jours, je parle à beaucoup de gens à chaque fois, et j'ai expliqué, je peux pas le redire ici, mais très clairement ce qui se jouait et comment est-ce qu'on pourrait justement se mettre en mouvement. Et sur l'oligarchie, je vous invite vraiment à lire mon livre. Et si vous n'êtes pas convaincu, on pourra en discuter, mais si on parlait sur des faits. Si vous pensez que les explications que je donne ne sont pas suffisantes, arrêtons de travailler sur la rumeur, sur des on-dit, sur ah, il semblerait que, peut-être que, etc. C'est vraiment, encore une fois, les mécanismes qu'on va mettre en place, monde impératif, révocateur, etc., nous permettra de nous assurer que les décisions seront prises au sein de l'intérêt majoritaire. Donc on n'aura plus à se poser ce genre de questions aujourd'hui. Est-ce que j'ai des bonnes relations avec mon père? Vraiment, je pense que c'est pas des questions qui intéressent les gens aujourd'hui. J'ai des relations qui ont eu des hauts et des bas, et qui est comme tout le monde. Mais encore une fois, je pense que c'est plus important. Et oui, et sur les castes, la caste bourgeoise principalement, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il y avait pour fonction de retranscrire le réel et de porter la parole. C'est ça une caste. C'est au sein d'une société ce qui permet d'avoir une fonction particulière. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, je pense qu'on peut basculer sur un autre fonctionnement.
Et oui, je pense qu'il y a une crise financière qui arrive. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une urgence très forte. Il y a deux urgences très fortes. C'est éviter qu'on se retrouve en 2022 avec une nouvelle absence d'alternative, en gros, entre Le Pen et Macron. On soit obligé de voter par défaut ou pas, d'ailleurs, et avec tous les risques que ça comporte, et qu'on nous prive de notre droit à l'expression populaire. Et d'autre part, c'est la crise, en fait, que beaucoup d'experts annoncent, en effet, et si demain on a une crise économique, alors qu'il y a aujourd'hui tellement de personnes qui sont en difficulté déjà, je peux vous assurer qu'on aura beaucoup de mal à faire cette révolution démocratique qu'on essaie en train de mettre en place. On va au contraire se retrouver dans une situation où les gens seront tellement désespérés qu'ils exigeront une solution immédiate et seront prêts à se précipiter sur le moindre charlatan ou la moindre personne qui propose une solution autoritaire, et on aura perdu une immense opportunité de nous en sortir. C'est pour ça que je pense qu'il y a une urgence très forte. Et c'est pour ça que je vous parle avec cette solennité aujourd'hui, en fait, parce que ce qui est en train de se passer est très grave, en fait. C'est très grave ce que fait Macron. C'est très grave, en fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a infligé à ce pays, à la réputation de ce pays, aux citoyens de ce pays, à la démocratie, qui était très imparfaite, hein, mais qui faisait qu'on réussissait à vivre dans un minimum très défaillant de concorde nationale. La façon dont il a détruit le reste de démocratie qu'on avait, et c'est très grave aussi qu'on arrive à un moment qui puisse être un point de bascule où on ne soit pas prêt. Et il faut vraiment qu'on le soit. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'assistant, de secrétaire? Non, j'ai besoin que vous soyez là. Soyez là le 1er mai, que vous mobilisiez. Enfin, encore une fois, je le dis plusieurs fois, mais vous m'avez vraiment sauvé la vie. Enfin, c'est assez bizarre à dire, mais moi je vous dis, quand j'écris ce texte, c'est pas un testament, mais c'est une façon de dire, voilà, moi j'ai fait ce parcours dans cette société qui me dégoûte. Euh, je vois cette violence qui monte dans la société, il y a plus de respiration, il n'y a plus d'alternative. Euh, il y avait plus de voix, quoi. Et vous imaginez pas, en fait, et je pense qu'on est des milliers à avoir ressenti ça, euh, le bonheur que ça a été de se sentir qu'on n'était pas seul, que j'étais pas seul, qu'on était beaucoup à ressentir cette violence qui existait au sein de cette société, qui s'était développée, qui faisait qu'on était en train de s'autodétruire sans même se rendre compte et comprendre pourquoi, parce qu'on n'arrivait pas, en fait, à mettre les mots et à montrer qu'il y avait un problème politique. Et le fait qu'il y ait une force apolitique qui émerge, qui puisse enfin se faire parler des gens extrêmement différents, qui pour beaucoup s'en fichaient complètement de la politique, pour d'autres avaient des opinions complètement différentes, et qui commencent à se dire on arrête avec le massacre. On se rend compte que c'est pas notre faute. Si on s'est fait virer, si on n'arrive pas à trouver notre place, si on ne trouve pas de fonction dans la société, si c'est parce qu'il y a un système qui notamment depuis 2008, a complètement parti en vrille, et que nos responsables politiques, plutôt que chercher les responsables, nous l'ont fait payer à nous. Et on fait que cette violence, on l'a retournée contre nous-mêmes. Et ça a pris la forme de dépression, de suicide, de violence conjugale, et du fait de se sentir naze, parce qu'on était au chômage, parce que notre paye n'avançait pas, parce qu'on n'arrivait pas à satisfaire nos enfants, nos amis, on a beaucoup ironisé sur le Nutella. Vous vous souvenez cette affaire de Nutella où tout d'un coup il y avait beaucoup de gens qui s'étaient précipités pour acheter du Nutella. Et alors ça, qu'est-ce qu'ils se sont foutus de la gueule, les bourgeois, sur les gens qui étaient allés acheter du Nutella en masse parce qu'il y avait eu des réductions. Qu'est-ce que ça disait de désespoir quand même, de personnes qui, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire plaisir à leurs enfants depuis des mois, depuis des années, parce qu'ils étaient dans une société où le Nutella était beaucoup plus valorisé symboliquement que le bon plat fait maison par la mère ou le père. Ils ont dû se précipiter parce qu'ils se sont dit, là j'ai peut-être la chance de offrir ce qu'ils pensaient être un peu de dignité, un peu de plaisir à leurs enfants. Peut-être que enfin je vais voir mon image un peu reconstruite et je vais lui permettre de sentir mieux, d'aller à l'école en disant, voilà, j'ai eu accès à quelque chose qui... Vous imaginez ce que ça dit de notre société? Mais à quel point ça aurait dû interpeller les gens, nos décideurs, là? À quel point ils auraient dû immédiatement se dire, mais qu'est-ce qui va pas? Comment est-ce qu'on s'en retrouve là? Et au lieu de commencer à se foutre de la gueule de tout le monde. Et donc juste ressentir ça et cette force-là, et c'est la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est faut pas que ce soit juste virtuel, faut pas qu'on soit juste là entre nous, à nous regarder, à nous consommer. Je pense il faut qu'on ait le courage de nos corps, parce qu'encore une fois, c'est la seule chose qu'on a à leur opposer. La vaillance de nos corps et l'absence de peur à l'idée qu'ils soient réprimés. Et donc il faut vraiment qu'on sorte, parce que là, c'est vrai que les dernières semaines, ça a été très dur, on commençait tous à être épuisés. Moi, j'ai vu avec Fly
qui a donné, quoi, qui arrête pas dans tous les sens, et qui, à chaque fois, je le voyais, je disais, mais tu vas craquer, comment tu vas faire? Qui prenait des Blablacar jusqu'au fin fond de la France pour prendre les moins chers aussi, parce qu'il était en difficulté. Et moi, pareil, qui arrête pas de tourner, je fais 5 ou 6 conférences par jour pour essayer de remobiliser personne. Et on se retrouve à 500, à 600, à 700 à chaque fois. Vous vous rendez pas compte, on est énormément. Mais après, derrière, je me dis, mais faut pas qu'on s'en tienne là. Il faut pas que ce soit juste les live de Fly. Il faut pas que ce soit juste mes conférences et qu'après on se dise bon bah c'est fini parce que sinon on retombe exactement à travers de ce qu'on dénonce. C'est-à-dire on délègue en fait aux autres, à des représentants entre guillemets parce qu'ils seraient plus talentueux ou je sais pas quoi, l'effort à faire pour là la force de notre mouvement c'est qu'on encore une fois c'est il faut qu'on horizontalise et qu'on reste à cette horizontalité et qu'on y aille ensemble. Et par contre là en première ligne sans aucun doute. Et s'ils veulent nous tirer dessus, qu'ils me regardent dans les yeux et qu'ils me tirent dessus. Et s'ils font ça, qu'ils voient ce qui viendra derrière. C'est aussi simple que ça. Voilà. Non, j'étais pas suicidaire à mon cas, je suis pas encore aujourd'hui. J'étais par contre désespéré, encore moi aujourd'hui, j'étais par contre désespéré de comment fonctionnait cette société. Et non, là je vous parle de façon solennelle, mais vous imaginez pas la merveille qu'ont constitué enfin la chance que vous m'avez donnée. C'est de l'émotion positive, c'est pas de la dépression du tout. C'est des larmes aux yeux de bonheur de voir cette humanité. Aucune dépression. Vous imaginez pas ma détermination. Vous imaginez pas à quel point je suis fort par rapport à ces gens-là. Ça, faut pas avoir peur. Faut vraiment pas avoir peur. Et non, pas d'UPR, pas de France Insoumise. Arrêtez de me saouler avec vos partis. Arrêtez. Arrêtez. Je suis pas rentré là-dedans pour revenir dans un parti. Moi, je continue à avoir des échanges avec Jean-Luc Mélenchon de temps en temps parce que il m'écrit, il me dit, mais appelle pas l'abstention, c'est compliqué pour nous. Moi, je lui dis, mais si, je suis désolé. Aujourd'hui, le combat, il est dans la rue. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Retirez les listes européennes. Si vous voulez être vraiment sincère et entier dans votre engagement. Je suis pas là pour reconstruire. Moi, j'avais ma place dans le système. Si j'avais voulu l'avoir, j'y serais resté. Enfin, donc non, pas d'UPR, pas FI, rien du tout. C'est pas la solution aujourd'hui. Et non, je suis pas démoralisé, je suis pas épuisé. Je suis vraiment désolé de vous donner cette impression. Vous rigolez ou quoi? On est à un moment historique. Je tiens vraiment à vous. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte de ça. C'est un moment unique. On a la chance de faire porter quelque chose. Vous imaginez la chance dans une vie de pouvoir participer à une révolution? Je suis pas exalté par contre, parce que en gros, vraiment, je sens le poids de l'histoire sur moi. Je pense qu'il faut qu'on le sente tous, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Pas du tout l'épuisement. En pleine forme et avec une envie incroyable que ce 1er mai arrive et qu'on voit qui se passe et ce qui se passe et qu'on soit capable d'assurer la relève. Et il y a des personnes qui vont être mises en garde à vue, vous avez raison. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se mettre en danger, il faut qu'ils soient dans la masse, avec les personnes les plus protégées derrière pour appuyer ceux qui pourront le faire. Et après, il faut que ces personnes-là soient prêtes à tendre la main à ceux qui se font mettre en garde à vue, qui se prennent des amendes pour des mauvaises raisons. Il faut être là pour les protéger, pour qu'il n'y ait pas de stigmate, pour renverser le stigmate de la peine, pour dire il n'y a aucune honte à avoir défendu ses idées et à avoir défendu ses droits. Aucune honte. Aucune honte. Je suis content de vous donner la pêche, Chano. Je suis content de vous donner la pêche, parce que vous m'inquiétiez un peu là, à me dire que j'ai l'air d'être déprimé. Non, je suis vraiment serein et vraiment prêt à être à vos côtés le 1er mai. Vraiment. Vraiment. Et pour ceux qui disent qu'ils sont déçus en disant que c'est pas incompatible, la rue et l'urne, c'est votre choix et je vous respecte et je comprends parfaitement. Suivez votre combat. Chacun a son combat. Et je vais en parler une dernière fois, l'image que j'ai sur je vous invite à aller la voir, l'image que j'ai sur mon site, de mon cabinet d'avocat, qui est une image de Goya, d'un bouc qui fait des images sataniques avec des enfants. Donc, du coup, enfin, vous imaginez ce que ça provoquait comme panique, et je peux comprendre encore une fois, parce que, enfin bref, j'ai pris au sérieux, j'ai fait une vidéo dessus sur YouTube, à laquelle je vous incite à voir. C'est une vidéo très importante pour se souvenir de la violence du pouvoir, et de la puissance de la croyance et de la superstition. Et pour se rendre compte que l'absence de pensée peut amener à des effondrements très importants. Et c'est une des plus belles œuvres de Goya, qui est un très très grand peintre que j'incite à découvrir, et explorer le pouvoir. Moi, j'ai mis beaucoup d'années pour construire mon raisonnement et pour faire que je sois en mesure de commencer à penser par moi-même et pas simplement adhérer à ma classe, et faire qu'à un moment, je vous ai rejoint, je me suis retrouvé à vos côtés pendant quasiment tous les actes
et même au-delà, et aller sur des ronds-points partout en France depuis des mois pour essayer de vous transmettre ce que j'ai appris, bah, ça passe aussi par la découverte des œuvres d'art et ce qu'elles disent des systèmes politiques. Sortir de l'ignorance, justement. Et justement, l'œuvre de Goya, c'est une œuvre sur l'ignorance et l'inquiétude que ça peut créer. Donc rien de satanique, mais aussi c'est ce paradoxe incroyable qu'est cette œuvre, qui est magnifique, qui est fascinante si vous êtes sincère avec vous-même, et qui en même temps est horrible et dégoûtante. Et ben, ça rappelle que le dégoûtant et l'horreur peuvent fasciner, et que du coup c'est extrêmement inquiétant, qu'il faut toujours avoir être très précautionneux à ce sujet. Voilà, aussi simple que ça, c'est une prévention. Donc il faut pas le rater, ouais, vous le dites, c'est comme une éclipse qui ne passera pas tous les 100 ans. Vous avez exactement raison. C'est exactement ça. Le 1er mai, c'est une des éclipses. Et si le 1er mai, on est suffisamment fort, vous imaginez derrière, ils viennent de... Ça, c'est un truc que je vous ai pas dit. C'était sa dernière cartouche, cette conférence de presse. Il avait annoncé un effet waouh. Vous vous souvenez de ça? Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires et il a plus rien à proposer, cet homme. Pardonnez-moi, j'ai dû le lire, mais il est foutu. Pour peu qu'on ait la force de nos idées, c'est nous qui fixons le tempo aujourd'hui. Donc venez en masse. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, prenez ce risque-là, parce qu'il y a beaucoup à arracher derrière. Comment est-ce que je peux vivre à Saint-Germain et vouloir défendre les ouvriers de la campagne française? D'abord, ma vie est plus compliquée que ce que vous pensez, mais j'ai pas à m'expliquer là-dessus, même si j'ai vécu des moments beaucoup plus compliqués que ce que l'on pourrait croire. Et, euh, et si vous pensez que je vous comprends pas, bah, libre à vous de pas m'écouter, de passer à autre chose et de vous informer ailleurs. Moi, j'essaie de vous transmettre ce que je sais, le système auquel j'ai appartenu, que j'ai vu trahir. J'essaie de rester fidèle aux valeurs de mes parents, qui venaient de petits villages de pêcheurs et agricoles du Portugal et de l'Espagne salazariste et franquiste des années 70. Des personnes qui ont beaucoup souffert pour se construire, qui ont été très privilégiées, qui ont eu beaucoup de chance, qui m'ont permis de vivre des choses incroyables, incroyables, délirantes presque. Euh, J'étais un privilégié à des niveaux stratosphériques et, euh, et j'essaie juste d'être à la hauteur de la chance que m'a donnée la vie et, euh, et de m'assurer que ces privilèges, je les mériterai jamais, mais au moins que je sois à la hauteur de cette responsabilité qu'on m'a donnée. Et l'héritage de mes parents qui sont venus chercher la liberté en France et qui ont fait beaucoup d'efforts beaucoup sacrifié pour, qui sont partis de pas grand-chose. C'était des tout petits bourgeois de villages de 10 000, 5 000 habitants qui n'avaient pas d'eau potable dans les 70, vous imaginez, sous des dictatures. Et donc j'ai bien vu que le reste de la famille qui est resté là-bas, comme ils ont vécu et les valeurs qu'ils m'ont inculquées. Voilà. Après, encore une fois, moi je vous dis juste, j'ai juste un petit désir, c'est d'être un petit procureur à un moment qui pourra montrer à ces gens-là de quel bois on se chauffe et que les petits marquis, là, les petits Édouard Philippe et compagnie, que tout leur comportement là et toute la violence qu'ils ont provoquée pour des millions d'autres personnes, bah ça sera pas gratuit. Et qu'à un moment, eux qui pensaient qu'ils finiraient leur vie bien installée après s'être corrompus bien fortement, bien salement, bien qu'ils paieront un jour pour les conséquences de leurs actes. C'est la seule chose que j'espère aujourd'hui. Et si vous pensez que j'en suis pas digne, ben je serai pas. Et puis voilà, je serais ravi et je serais heureux en fait d'avoir aidé quelques personnes à mieux comprendre comment ça se passait. En fait, c'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir déjà eu cette possibilité-là. Est-ce que je pense que l'Europe ou d'autres gouvernements des pays européens pourraient faire de l'ingérence ou intervenir pour empêcher la libération? Ils vont essayer, ouais. Vous vous souvenez de la Révolution française, les armées européennes qui sont engagées, et la lutte sera avant tout financière. Ils essaieront de faire fuir les capitaux de façon massive, de nous assécher, et éventuellement d'intervenir. Vous savez où est le siège de la CIA à Paris? Ça, c'est un truc qu'on sait assez peu, mais il y a une source d'un article des Échos de 2006. Si vous tapez l'adresse que je vais vous donner, vous vérifierez, vous verrez que c'est vrai. Au 14 boulevard Haussmann, c'est-à-dire dans le bâtiment du Figaro. Donc vous voyez, ils sont au cœur du pouvoir quand même. Et ils sont 150 agents de la CIA pour 4 agents de la DGSI pour les surveiller. Ça, c'est un article du Monde de 2016 qui racontait. Et donc évidemment, ils ont une influence énorme, mais justement, ils ont une influence qu'ils ont construite sur les élites, pas sur vous.
À 150, dans les petites élites parisiennes, c'est assez pour déstabiliser des gouvernements entiers. 150 agents, 4 pour les contrôler seulement. Vous imaginez, vous rajoutez les Russes, les Chinois, etc. Mais là, par contre, si c'est la masse qui reprend le pouvoir, je leur souhaite bon courage pour influencer cette masse. C'est aussi pour ça que c'est important, pour éviter tous ces réseaux d'influence, pour s'émanciper tout simplement. C'est pour ça qu'il faut mener cette lutte. Donc évidemment, ils vont lutter contre nous, ils vont essayer. Et en même temps, vous savez, ce qu'on propose, c'est pas non plus... c'est tout simplement de créer une société meilleure et plus juste. Hein. Donc à un moment, je pense que les peuples du reste du monde s'en rendront compte. Et on aura aussi énormément de soutien. Énormément de soutien. Et évidemment, la Grèce, et c'est ce que je vous disais, on est la 6e puissance mondiale. Donc la Grèce a été étouffée quand elle a essayé de changer, et encore, ils n'ont pas si longtemps, hein, ils ont trahi très vite, Tsipras. Sauf que nous, c'est pas eux. Bon courage à eux pour assécher la France. Et oui, ils ont déjà prévu le remplacement, les oligarques qui ont placé Macron. Et vous avez bien vu Marine Le Pen, comment est-ce qu'elle a commencé à s'amadouer sur son discours sur l'Europe. Comment est-ce qu'elle a envoyé des signes à l'élite en disant « Ah bah non, l'antisémitisme, c'est pas nous, c'est les islamistes et les gauchistes. » Puis après, elle a appelé les Gilets jaunes à respecter les institutions de la Ve République. Paye ta rebelle. Vous savez très bien hein, comment Le Pen a construit sa carrière politique. C'était grâce à Jean-Marie Le Pen. Il a reçu un héritage d'un millionnaire qui voulait qu'il défende ses idées, qui était super libéral. Et il a construit avec son château, la Montretout et compagnie, son parti politique à travers ça. C'est un pur produit oligarchique. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'oligarchie? Vous vous souvenez, après l'acte 3 ou l'acte 4, je me souviens plus, ils l'ont fait faire le 20h. Vous vous souvenez ce qu'elle avait fait, Le Pen? Il lui avait offert un regard caméra pendant 2 minutes à Macron. Pourquoi est-ce que Martin Bouygues, le propriétaire de TF1, avait fait ça? Bah, tout simplement parce que Macron, il joue la stratégie de Mo ou le chaos. Donc en gros, il essaie de créer un duel avec Marine Le Pen, parce qu'il est sûr qu'en gros, la majorité des gens continuera à voter pour lui, parce que Le Pen est trop transgressive, etc. Sauf que le chaos, ça commence à être lui quand même, d'une part, avant même que Le Pen arrive. Mais du coup, ça permettait à Bouygues de se dire, bon, bah, je peux inviter Le Pen, ils seront pas fâchés, vu que c'est ce qu'il veut Macron, c'est que je la fasse monter. Et de l'autre côté, il disait, bah, et si Le Pen finit par gagner, bah, comme ça, c'est bénef, quoi. Donc l'oligarchie, elle est prête à toutes les compromissions, ils s'en foutent complètement. Ils vous disent que c'est pour des valeurs qu'ils défendent ces gens-là, mais en fait, c'est pas vrai. C'est évidemment pas vrai. Bernard Arnault, quand il signe sa tribune de soutien à Macron dans l'entre-deux tours, il le fait parce que c'est un très bon pote de Macron, que sa femme a enseigné avec ses enfants à Franklin, qui a un lycée privé. Tout ça, je raconte dans Crépuscule. Il faut vraiment que vous le disiez, je pense, hein, qui raconte comment, en gros, c'est devenu elle qui est censée se défendre pour le peuple, est allée dans une école privée pour enseigner aux enfants de l'élite et donc rencontrer les fils de la première fortune mondiale, française, 4e fortune mondiale, pour le présenter à son mari, pour avoir son soutien après, pour avoir notamment les notes de Squarcini, de la DGSI et compagnie, pour pouvoir démonter ses rivaux. Bon, bah, tous ces systèmes oligarchiques, c'est des systèmes qui vont essayer de nous écraser, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille vite. Et ça, je vous assure que ça va être dur de se battre contre ça, mais on va y arriver, et d'autre part, encore une fois, c'est des gens qui ont peur, et ça, je veux vraiment vous le dire très, très, très sincèrement, ces gens-là ont peut-être beaucoup de puissance à système constant. Dès le moment qu'il y a une bascule politique et que leurs corps sont exposés, c'est des trouillards. Moi, je les ai vus, hein, j'ai rencontré Xavier Niel, j'ai croisé Bernard Arnault. C'est des gens qui ont vraiment une 4e fortune mondiale, hein, 87 milliards d'euros. C'est aussi pour les Soraliens et les autres qui disent que je suis là pour me construire une position. Vous pensez vraiment que si j'étais là pour me construire une position, enfin, si je cherchais à me construire une position, je serais venu voir les gilets jaunes. Enfin bref, c'est tellement triste, en fait, de vouloir salir tout ce qui... Enfin bref, no comment, quoi. Donc Bernard Arnault, moi j'ai vu, c'est le type enfin Bernard Arnault, il se déplace pas sans 8 gardes du corps. Et quand il va jouer au tennis rue Saint-Jacques à Paris, bah, il bloque la rue. Et quand il y a des manifs les samedis qui passent en invalide, parce qu'il habite rue Barbel-Jouy, bah, il y a un camion de CRS qui bloque la rue aussi. C'est des gens qui sont flippés. Et ces enfants de 20 ans, 22 ans, il y en a un qui est sur Instagram, je vous conseille de le follower, il fait des petites stories où il fait son footing à 6h du mat, bah, vous voyez les ombres de ses gardes du corps. Des gamins de 20 ans, vous voyez, ils ne peuvent pas sortir sans garde du corps. Donc vraiment, voilà, pour ceux qui font des fixettes sur tel ou tel, c'est ces personnes-là qui sont à la fois ultra puissantes, 88 milliards d'euros, vous vous rendez compte ou pas? Essayez d'imaginer ce que ça représente. Essayez de nous imaginer combien de... Enfin, c'est inconcevable, quoi. 88 milliards d'euros. Il faut arrêter avec une société. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on fixe, mais ça, on en discutera une fois qu'on aura créé un nouveau régime politique, un cap, quoi. Qu'une personne ne puisse pas détenir plus de 200 millions d'euros. Déjà, bon courage pour qu'il en fasse quelque chose pendant sa vie et pour les 10 générations suivantes. Pourquoi est-ce que 88 milliards d'euros, ça? Enfin bref,
Enfin bref, donc vraiment, ces gens sont flippés et ils sont vulnérables. Donc on peut écrire une. Est-ce que j'ai pas peur d'être sur écoute? Ça fait des années que je suis sur écoute. Là aussi, encore une fois, quand pour ceux qui m'accusent d'être infiltré, etc., ça fait des années que je me bats avec Wikileaks et Julian Assange seul contre le monde, d'accord? Et ça, je veux le dire un peu énervé, mais on fait les malins, là, les pseudo-victimes, les pseudo-résistants. Nous, on s'est pris dans la gueule la CIA, le FSB, la DGSE et compagnie, et pour une seule chose, pour permettre la révélation de documents qui étaient véritables, pour dire la vérité, pour révéler des documents top secrets. Je sais pas combien ils ont révélé, eux, hein, de documents top secrets. Bah, nous, c'est par millions. On a révélé des scandales, des crimes de guerre par millions. Et on était quelques dizaines, même pas. Et on était seuls. Et il n'y avait personne pour nous appuyer à l'époque. Donc ils viennent pas faire les malins à me donner les leçons de courage ou de quoi que ce soit. Moi, j'ai beaucoup sacrifié pour défendre des personnes comme Julian Assange. Et Julian Assange, aujourd'hui, qui risque la prison à vie, pour avoir fait ce travail, je peux vous assurer que des leçons, on n'en recevra pas. D'engagement et de courage. Et justement, si on s'engage avec cette force aujourd'hui, c'est justement parce que moi, je sais très bien ce qu'il en est déjà. J'ai déjà vécu les campagnes de dénigrement en antisémitisme, en sionisme, en tout ce que vous voudrez. J'ai déjà connu ça. En homophobie, et c'est pour ça que ça m'a pas fait peur, contrairement à beaucoup de mes camarades de ma classe bourgeoise, qui tiennent à leur capital de distinction, à leur capital culturel. Et oui, j'ai demandé l'asile pour lui, justement. J'avais été reçu à l'Élysée. Alors, c'est une anecdote marrante. On va pas faire trop long, mais en même temps, vous êtes encore nombreux, donc je trouve ça pas mal de vous raconter dessous. En décembre 2017, en gros, ils avaient déjà essayé de faire arrêter Assange. Il était sur le point de se faire arrêter, donc Julian me demande de venir à l'ambassade d'Équateur à Londres. On était fin décembre, l'avant-veille de Noël. Le vendredi avant Noël. Je sais pas si l'avant-veille, vous vérifierez. Et, euh, et on vient, on discute, et il me demande de voir si on peut faire quelque chose pour le sortir de là. Et alors là, il se passe pendant la journée un truc complètement délirant. On a failli sortir, en fait. Et je regrette un peu parce que peut-être que si on était sorti à ce moment-là, on aurait pu s'en tirer, parce qu'on avait un protocole de... Et au dernier moment, il a hésité, et moi, j'étais personne pour dire à cette personne, pour faire prendre à cette personne le risque de sa liberté, de lui dire, vas-y, on y va. C'est à lui de le faire en conscience, et jamais je leur ai infligé quelque chose comme ça. Et bref, et du coup, je vais à l'Élysée. En fait, j'étais allé à l'Élysée avant, pardon. Je suis allé plusieurs fois à Londres, je vous l'ai raconté à l'envers. Ça, c'était au moment où je suis venu lui raconter ça, et du coup, la seule option qu'il nous restait, en fait, pour nous en tirer, c'était de sortir dans la rue. Et on avait encore un passeport diplomatique qui nous aurait permis de le faire. Et 3 semaines avant, on est allé voir, moi j'avais réussi à prendre contact avec l'Élysée. Le conseiller spécial de Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, m'avait reçu à l'Élysée euh, pour que je lui demande la libération d'Assange. Ça, c'est un truc que j'ai jamais raconté en détail. Euh, que je peux vous raconter maintenant, en fait, parce qu'il est en prison et que maintenant, en fait, c'est plus les mêmes enjeux. Maintenant, il faut vraiment se battre pour qu'il se fasse pas extrader. Et donc, on arrive, il me donne rendez-vous à l'Élysée. Et 2 heures avant, ils me disent bon, bah, le rendez-vous est décalé, c'est à 15h, c'est à 15h10. Là, je me dis, c'est quand même super bizarre, ils se foutent un peu de ma gueule. Est-ce qu'ils essaient de m'impressionner ou quoi que ce soit? À quoi ils jouent, quoi? Parce qu'on sait très bien, dans ces sphères-là, que évidemment que les hommes politiques et les décideurs, ils ont parfois des retards, etc. Enfin, personne va poser question parce qu'il y a eu 10 minutes de retard à un rendez-vous, enfin, que le conseiller spécial du président de la République, même si on pense ce qu'on en pense, et moi j'avais déjà écrit des textes très très durs contre eux, j'étais déjà opposé à eux violemment, ça restait à l'époque des institutions qu'on considérait, voilà, enfin, évidemment ils ont d'autres choses à fouetter, on peut comprendre. Donc je ne comprenais pas la raison de ces textos, et j'arrive devant l'Élysée, et là le gendarme qui contrôle les entrées me dit, bon bah attendez, et en effet j'étais arrivé 3 minutes avant 15h10, et en fait je vois dans la cour une énorme limousine blindée. Et en fait, j'ai compris que il m'avait demandé d'arriver 10 minutes plus tard parce que la personne qui était à l'Élysée et qui rencontrait Macron à ce moment-là, c'était le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, on les appelle comme ça aux États-Unis, ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, Rex Tillerson. Et qu'en fait, il voulait absolument pas que un des avocats d'Assange se retrouve à l'Élysée en même temps que le secrétaire d'État américain pour ne pas alimenter des théories complotistes ou donner l'impression, ou même juste donner l'impression qu'en fait, ça aurait été un truc organisé sous l'égide de la France pour négocier entre l'administration Trump et les avocats d'Assange. Parce que comme vous savez, Assange est poursuivi, enfin pardon, Trump était poursuivi à l'époque
Il y a eu finalement un rapport qui a abandonné les poursuites, le rapport Mueller, qui a montré qu'il n'y avait pas de collusion avec la Russie, mais il était soupçonné d'avoir organisé tout un truc avec Wikileaks. Et donc ils m'ont fait attendre dehors, et ils ont juste attendu, pile poil, le protocole a attendu pile poil le temps que la limousine du secrétaire d'État sorte pour me faire rentrer. Donc je suis rentré, j'étais reçu par Émilien, c'était le bureau qu'occupait avant Macron, qui lui avait donné, donc c'était son homme de confiance, premier homme de confiance. En fait, je me suis rendu, au bout de 10 minutes, Émilien m'a expliqué que il n'était pas question de donner l'asile à Assange, et que s'ils avaient accepté de me rencontrer, c'était pas pour essayer de le sortir de là et de l'accueillir dans notre pays, où il a quand même un enfant, qu'il n'a jamais vu, parce qu'il a peur qu'il soit utilisé comme moyen de pression contre lui. Alors que Julian Assange a rendu des services non seulement à l'humanité, mais à la France énorme, en racontant comment nos présidents de la République a été mis sur écoute par la NSA, leur communication personnelle, celle de leurs proches, de leurs conseillers, comment toutes nos entreprises qui participent à des appels d'offres supérieurs à 200 millions d'euros sont mis sur écoute de façon systématique par la NSA pour qu'ils aient les détails des contrats qui sont proposés, enfin pardon, des offres qui sont faites pour nous faire perdre systématiquement ces appels d'offres. Donc on a perdu des milliers d'emplois comme ça. Et je peux vous dire qu'il faut, pardonnez-moi, hein, mais des couilles en or massif pour diffuser des documents top secrets de la NSA comme ça. Et prendre le risque de les faire sortir. Et Julian a eu ce courage. Et donc je pensais qu'à minima, la France devait faire ce geste, quels que soient les désaccords idéologiques qu'on pouvait avoir. À l'époque, j'étais l'avocat du premier opposant de Macron, hein. J'étais l'avocat institutionnel, j'étais l'avocat de Mélenchon. Donc je peux vous dire que j'allais pas pour faire des compromissions. Bien, elle m'explique que non, qu'il n'est pas question, et que si on m'a convoqué, c'est pour faire effacer les Macron Leaks. Et alors là, je pense que le type n'a pas compris à qui il parlait. Et alors là, je peux vous dire que ça a été une discussion, les amis. Et à la fin, il a fini par essayer de me faire un chantage où il disait, vous savez, ça pourrait finir par un suicide. Je pense pas que c'est une menace. Je pense qu'il parlait d'un des conseillers de Macron dont les mails avaient été révélés, qui révélait notamment un type qui est devenu député entre-temps, Pierre Persson, qu'il était addict au jeu, etc. Mais bon. Et là, j'ai quand même répondu, vous savez, s'il y a quelqu'un qui est plus en danger aujourd'hui, c'est celui qui a risqué sa vie pour sortir ses informations et qui est enfermé depuis 7 ans dans 20 mètres carrés, que votre conseiller, là, qui est devenu député et qui vit sa même tranquille. Et là, je peux vous dire qu'il a fermé sa gueule. Je suis reparti, on a compris qu'on n'obtiendra jamais rien de cette personne-là. Rien qui ne passe en tout cas par des systèmes de corruption, d'échange de services, etc. Et donc on n'a plus jamais repris contact avec eux. Parce qu'évidemment, Julien n'effacera jamais un document. Et il a préféré sacrifier sa vie à faire ça. Vous imaginez quand même la force? C'est avec ce genre de mec que j'ai travaillé, moi. Donc ceux qui viennent de me donner des leçons, et vous comprenez pourquoi en fait après l'idée de travailler avec des Macron ou des Attali ou des Spitz enfin ça m'intéressait pas quoi. Quand vous avez connu des gens comme ça, quelle insignifiance quand même, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, quel manque de courage. Quand vous avez eu la chance comme moi de rencontrer des personnes comme Jean-Luc Godard, d'avoir rencontré Catherine Deneuve, on me l'a beaucoup reproché parce que c'était une amie de ma mère et qu'elle travaillait surtout sur les films de mon père, des très très grands réalisateurs. Des personnes qui, vous imaginez bien qu'ils arrivent, on l'a fait toujours people, en mode superficiel. Vous imaginez bien que ces personnes-là, vous imaginez le courage qu'elles ont eu pour en arriver là et l'exigence qui a dû être la leur pour arriver à avoir l'importance qu'elles ont. Vous pensez que c'est facile d'être Catherine Deneuve? Avec tous les désaccords qu'on peut avoir avec elle, vous pensez qu'être Jean-Luc Godard, être un génie comme Jean-Luc Godard, ces personnes-là, ils m'ont appris très très tôt l'exigence et le sens du sacrifice et l'idée de mettre au-dessus de tout ses idées et ses valeurs. Et je pense que c'est ça qui m'éloigne de ces élites corrompues et qui ont fait que j'écris Crépuscule avec cette rage-là. Régis Debray, c'est un grand intellectuel. C'est vraiment, je vous invite, si vous voulez vous ouvrir l'esprit, c'est une langue un peu difficile comme la mienne. Régis Debray, c'est un très très grand. C'est quelqu'un qui s'est pas servi, qui dénonce justement l'emprise de la culture américaine et de l'économie américaine sur la France. S'il y a un vrai penseur à lire, c'est pas des gens comme Soral qui me semblent assez médiocres et vraiment obsédés dans la paranoïa, mais ouvrez-vous l'esprit, ne vous enfermez pas là-dedans. Pardon, j'étais un peu dur là, je devrais pas être dans le dénigrement, je suis désolé. Pardon. Pour ceux qui encore, je vous invite par contre à lire autre chose et à voir et vous rendre compte que peut-être en fait il y a plus intéressant à côté.
Encore une fois, je m'excuse sincèrement, hein, c'est pas artificiel. Regardez quelqu'un comme Régis Debray, on en a parlé, c'est un type extraordinaire. Et oui, le chat, vous savez, ça aussi, c'est une autre aventure que j'ai à raconter sur Assange. Enfin bref, c'est moi qui lui ai offert, je vous raconterai pas comment, mais c'était une histoire complètement délirante. Mais il y a un portrait que Canal+ avait fait de moi en 2016, à l'époque où... Parce que pourquoi est-ce que j'ai eu accès à l'espace médiatique? Ça aussi, c'est une question qu'on pose souvent. Comment ça se fait que nana? Bah parce que Assange et Wikileaks, c'est cool pour nos élites. Pourquoi? Parce que en fait, ça dérange pas directement leurs intérêts, ça dérange avant tout les intérêts américains. Donc ils se rendent pas compte en fait, ils se rendaient pas compte avant du potentiel, de l'énorme radicalité de ce qu'on faisait. Il y a des énormes... Pour eux, c'était juste un type, c'est le type qui traîne avec Pamela Anderson, avec Lady Gaga et compagnie. Et genre, c'est chic, quoi, c'est rigolo, c'est excitant, nanana. Et du coup, ils n'avaient pas du tout le même contrôle sur l'information que... Et donc, du coup, par exemple, c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai eu accès à ces espaces-là. Et qu'on m'a beaucoup valorisé dans ces espaces-là. Parce qu'en plus, j'ai fait toutes les grandes écoles, Normal Sup et compagnie. Et donc, quand il y a eu ce portrait-là, j'étais en pleine séparation avec la femme qui était la femme de ma vie, que j'aimais follement, qui était quand même venue. Et, euh, et on avait décidé de lui offrir un chat à Juliane, pour qu'il y ait un peu plus d'humanité dans... C'était terrible, c'était vraiment très très émouvant à plein de niveaux, enfin tout s'entremêlait, parce qu'on avait... Vous imaginez, c'est pas facile hein, de vivre avec quelqu'un qui travaille avec Wikileaks. Je peux vous dire que mon entourage a beaucoup souffert de ça, de la même façon que ça doit pas être facile pour vous, et pour les plus engagés d'entre vous dans les Gilets jaunes, pour vos proches. La violence qu'on subit de la part de la société quand on s'engage dans ce mouvement, tout ça. Et, euh, et voilà, on lui avait offert ce chat pour donner un peu d'humanité. On a dû l'enlever récemment parce que tout simplement le gouvernement équatorien voulait torturer Assange, Julian. Et avant qu'il se fasse virer, on l'a évacué, on l'a exfiltré. Non, je suis pas obstiné. Quelqu'un me dit ce que je trouve dangereux chez toi, c'est ton obstination. Tu n'as pas la science infuse. J'écoute vraiment ce que vous me dites. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis vraiment très ouvert et j'ai beaucoup appris avec les Gilets jaunes. Vraiment beaucoup, beaucoup ouvert avec les Gilets jaunes. Vous imaginez pas du tout. Et non, et sur l'accessibilité, il faut travailler sur l'accessibilité. À propos de Crépuscule, en disant que c'est compliqué, moi j'aime bien l'idée de pousser à faire des efforts. Pousser à faire des efforts, à découvrir des noms, à faire CTRL-F, enfin, ou aller sur Google et dire, ah tiens, ce mot, je connaissais pas. Je connaissais pas d'avant. Et voilà, ça m'a appris quelque chose. Et je crois vraiment. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que ce partage. Moi, j'en ai marre de cette société où on fait plus aucun effort, où on se contente de voir Hanouna et ces conneries auxquelles j'ai participé, hein, mais justement pour essayer de sortir les gens de là. Et vous avez bien vu comment on m'a traité dès que j'essayais d'aligner 3 phrases, dès que j'essayais de faire un petit raisonnement. Mais j'ai envie qu'on arrête de regarder les gens qui se cassent des œufs dessus et qu'on commence à... Voilà. Et donc Crépuscule, je me suis fait engueuler par tout le monde, hein, par mes éditeurs quand ils ont pris le bouquin et tout. Ils disaient, mais non, mais il faut qu'on le rende accessible en mode les Français sont bêtes, quoi. Bah non, moi je pense que tout le monde est intelligent et que quand on a envie de lire quelque chose qui révèle des choses importantes, bah on est capable de faire cet effort et on en tire tous un bénéfice. Et je trouvais que c'était une forme de respecter les gens que de pas faire croire que de pas faire croire qu'il fallait absolument se soumettre à ça. On me dit il faut une sortie politique. Moi c'est ce que je dis, il faut qu'on ait l'idée de faire tomber ce pouvoir. Et si on le fait pas tomber, bah ça nous permettra de faire une pression suffisante pour leur arracher des choses. Et pourquoi est-ce qu'on peine à relancer le mouvement étudiant? Parce qu'il y a eu 3000 arrestations en décembre, de lycéens principalement, et dans les quartiers populaires, et qu'il y a eu les images de Mantes-la-Jolie. 3000 arrestations arbitraires, centrées sur ces personnes-là pour les intimider et les empêcher de nous rejoindre. Donc voilà, tout simplement pour ça. On les a écrasés, un déni de démocratie absolue. Sur Mediapart, c'est des petites histoires de pacotille, pas intéressant, mais en gros, j'ai révélé qu'ils étaient un peu compromis avec l'oligarchie via Alain Minc, Xavier Niel, mais pas méchamment, je disais juste qu'on a tous nos points aveugles. Et au lieu d'être honnête et d'avouer qu'en effet, c'était un point aveugle qu'ils avaient, ils ont essayé de me détruire. Bah, j'ai juste répondu en me disant qu'ils mentaient, tout simplement. Et j'étais très déçu de leur réaction. Très, très déçu. Comment je suis devenu l'avocat d'Assange? Je m'étais beaucoup engagé quand j'avais 19 ans contre Adopi. Comme j'ai eu la chance de connaître plein de gens dans le milieu du cinéma et tout, j'ai invité tous ces gens-là à signer une lettre qui s'opposait à Adopi. Et du coup, on a fait sauter la première loi, qui était censée quand même couper la connexion Internet à 300 000 personnes chaque année, pardon. On a réussi à éviter ça. Aujourd'hui, Adopi, ça sert à rien, à part vous envoyer des spams et des avertissements. Bah, c'était grâce à la mobilisation qu'on a mis en place. Donc ça, cette lettre, c'est grâce à cette lettre, enfin, cette lettre, pardon, c'est donc
c'est ça qui a fait tomber la loi. Et après, la Quadrature du Net, on a commencé à travailler ensemble, donc des gens qui se battent pour les libertés sur Internet. On a créé des collectifs, et à un moment, quelqu'un de la Quadrature du Net m'a dit, écoute, Edward Snowden a besoin de quelqu'un pour un coup de main. Moi, j'avais commencé mon doctorat en droit, j'avais écrit un bouquin sur Adopi, j'avais essayé de faire abroger Adopi via Philippe Etty. Philippe Etty avait décidé de trahir ses idées pour devenir ministre. Moi, j'avais refusé de trahir mes idées, je m'étais barré, enquêté au Nord Kivu, tout ça. Et il m'a dit, et donc je partais faire mon doctorat, je faisais mon doctorat en France, je partais enseigner à Yale, qui est la grande université américaine, l'équivalent de Harvard, qui est d'ailleurs le havre de la CIA. Donc c'était bizarre parce que j'ai bossé pour Wikileaks en étant entouré de futurs recrues de la CIA. Je peux vous dire que c'était assez particulier et cocasse. Et en même temps marrant, vous avez 24 ans, enfin vous êtes dans un film d'espionnage, enfin à l'époque c'était encore drôle quoi. Les choses dures sont venues après. Et donc il m'a dit, bah viens, je te présente à Julian, qui est un ami, et il te ramènera vers Snowden, parce que Snowden, en gros, venait d'être sauvé par Julian et il était en train d'aider à constituer une équipe juridique. Et je suis arrivé dans l'ambassade, on s'est rencontrés, on a parlé pendant très longtemps, et des heures. On a arrêté un moment, on est sorti parce qu'il devait faire un cours de boxe, et j'ai eu une crise de claustrophobie en sortant. Je me disais, mais comment est-ce qu'il fait quoi, pour rester enfermé dans ces 20 mètres carrés là. Et je suis revenu, et là, il m'a dit, écoute, Edouard, il a tout un pays, moi j'ai 20 mètres carrés, si tu veux bien m'aider. Et moi, j'ai découvert en Julian un des types les plus intelligents que j'ai jamais rencontré de ma vie. De la même façon que je vous dis que Fly, que Maxime Nicole est quelqu'un d'extrêmement intelligent et que ça fait rire tous les connards, pardonnez-moi, je suis vulgaire, mais de bourgeois là, qui pensent qu'un type qui a pas fait d'études, qui a arrêté ses études à 15 ans et pas nécessairement quelqu'un de bête. Bah là, j'ai vu quelqu'un qui est un Australien un peu bourrin, qui connaissait pas Godard, tout ça, tous les trucs de distinction qu'on connaît dans mes petits milieux, et qui était d'une intelligence mais hallucinante, quoi, vraiment fascinant. En plus, il est énorme, il est très grand, hein, il fait quasiment 1m90, il est mastoc, il est arrivé en plus et il glissait sur ses petites chaussettes comme ça sur le parquet. Et voilà, et cette chance que j'ai eue de rencontrer ces gens-là, vous imaginez pas, enfin, d'être au plus près de l'histoire, c'est un privilège énorme. Et là encore, pareil, voilà. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui discrètement d'abord, puis après à temps plein, j'ai commencé à coordonner son équipe juridique. J'étais pas encore avocat. Puis après, quand je suis devenu avocat, voilà, j'ai fait des trucs dont on peut pas forcément parler. Et si, on a parlé de Rothschild, et si on a parlé d'Atali dans mon livre, à 6 reprises, j'ai même donné les références. Arrêtez avec vos fixations obsessionnelles. Essayez de vous prendre un peu en main, là, ça suffit, là. Essayez de vous demander ce que vous pouvez faire au lieu d'être tout le temps en train de chercher. Évidemment que les élites complotent, elles complotent tout le temps. Évidemment qu'elles sont tout le temps en train de faire des complots. D'ailleurs, tout le monde fait tout le temps des complots. Mais à un moment, ça y est, on les a exposés, ces complots. Maintenant, comment est-ce qu'on passe à l'action? Comment est-ce qu'on évite de se faire avoir? Mais oui, Adopi, c'est un vrai scandale. Voilà. Je sais pas si vous voulez qu'on continue. Et non, et Julian, ouais, il a l'isolement complet. Il a réussi à parler au téléphone pour la première fois avec quelqu'un il y a peu. Mais il a toujours pas vu physiquement qui que ce soit. Et en fait, il va voir physiquement quelqu'un pour la première fois le 1er mai, son avocate. Vous vous rendez compte? Alors que son audience d'extradition, c'est le 2 mai. Voilà comment fonctionne le système. Et nous, avec Fly, bah, on vous a proposé de faire un voyage. Vous regardez sur le groupe Flyrider Infoblocage. On a mis en place un système où on va louer un bus le soir du 1er mai. Si jamais on n'a pas fait la révolution, on a juste fait une demi-révolution, euh, pour partir en bus à Londres, pour être devant le tribunal, pour lui montrer qu'on est là. Et qu'il y a des gens qui s'intéressent à son sort et qui ne s'est pas sacrifié pour rien. Et oui, Godard, c'est ma référence. Ouais. Je vous invite vraiment tous à découvrir ce cinéaste et voir ses films si vous ne le connaissez pas. Le mépris. Faut vraiment. L'art, c'est très important pour. Il y a l'expérience du corps, il y a l'intuition et il y a la création artistique. C'est les trois grandes sources de savoir pour moi. Ça développe, c'est d'avoir une sensibilité très forte. Est-ce que c'est légal? Non, évidemment que c'est pas légal, ce qu'il arrive à Julian Assange. Et non, Bruxelles et l'OTAN, c'est ceux qui disent que de toute façon tout se joue en Europe ou dans un complot mondial qui soit formation sioniste, etc. Non, non, mais l'Europe, elle est déterminée par les hommes politiques qu'on a. Le problème, c'est qu'on a des hommes politiques qui sont soumis aux oligarques, qui ont décidé de ne pas utiliser leur pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut les sortir.
Mais on est une énorme puissance encore, la France. On est vraiment capable d'imposer nos vues et ça se joue ici, ça se joue chez nous. En France, vous prenez une préfecture, vous pouvez changer de territoire. Vous faites ça dans la 30e puissance mondiale, vous faites ça en Grèce, vous faites écraser tout de suite par le grand capital. Ici, l'Élysée, la préfecture, etc., c'est encore un sens énorme. Pour ceux qui veulent venir à Londres, vous regardez sur le groupe de Flyrider, vraiment, c'est 62 €, on a réussi, c'est cher, hein, mais peut-être que vous pouvez vous cotiser à plusieurs pour que l'un d'entre vous puisse venir, si vous avez un peu de... 62 € l'aller-retour, on essaie de s'occuper de la nourriture, de faire chacun de la nourriture pour tous, et on s'est débrouillé, pour partir le premier au soir, à 1h du matin, donc on arrive à 9h, juste avant l'audience, et on revient le soir même. Voilà, et comme ça, on sera sûr on n'a pas à dépenser d'argent pour vivre là-bas. Quelle est la position de l'Angleterre par rapport à Julian Assange? Ils sont complètement soumis à l'Empire américain, tout simplement. Ils ont exécuté les ordres. Et la Commission européenne n'a pas tous les pouvoirs en Europe, non, c'est le Conseil européen. Enfin, la Commission européenne a l'initiative législative, mais en fait, la Commission européenne, les commissaires, ils sont choisis par les États. Et après, le Conseil européen a exactement le même poids que la Commission européenne, et le Conseil européen, c'est les 27 États. Donc en gros, il faut arrêter de dire l'Europe, c'est nous, c'est chacun des États. Donc si on a des États puissants, bah, soit on sort de l'Europe parce que ça ne nous convient pas, soit on impose nos décisions parce qu'on est la deuxième puissance européenne, et j'espère qu'on redeviendra un jour la première, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit autrement. On a quand même une histoire, une force que les autres pays n'ont pas. Et voilà. Donc non, arrêtons avec les boucs émissaires, l'Europe, c'est aucun sujet. C'est pas du tout le sujet. Et le point faible, les médias, non, il faut faire très attention à les récupérer. Donc moi, là, ouais, comment faire attention pour éviter de se faire avoir? Moi, je peux qu'être aussi transparent que possible. C'est pour ça que je vous raconte ces choses-là, qui sont un peu intimes quand même. Enfin, ce serait plus facile pour moi de jouer l'occultation. Je pense que ça n'a aucun intérêt en l'occurrence. Je pense que ça vous permet juste de savoir d'où je vous parle et mieux me contrôler, parce que après tout, l'enjeu des Gilets jaunes, c'est qu'on se contrôle tous mutuellement, qu'on ne se fasse plus manipuler par X ou Y, mais qu'au contraire, on est tous en regard les uns sur les autres pour s'assurer que personne ne défend son petit intérêt, mais qu'il défend en général. On est en situation pré-insurrectionnelle, ouais, pré-révolutionnaire. Parce que quelqu'un me demande est-ce qu'on peut qualifier ce qui se déroule en France depuis 5 mois est une révolution. Pas encore, mais je pense qu'on n'est pas loin et qu'on peut y arriver. Et je pense vraiment qu'avec détermination, le premier mois, ça peut arriver. Est-ce que je peux attraper Édouard Philippe le 1er mai? Non, je pense qu'on peut l'attraper ensemble. Ils sont pas loin. Hein. Comment est-ce que ma mère vit ce que je prends? C'est comme est-ce que quel est le rapport avec mon père? Voilà. Vous savez, je suis allé enquêter au Centrafrique pendant en pleine guerre civile. Je me suis fait tirer dessus. Je suis allé au Nord Kivu pendant la guerre des guerres du Kivu. Je suis au Centrafrique après enquêter sur Areva. J'ai mis beaucoup de temps à y aller parce que j'avais peur que tout simplement on m'envoie un homme de main pour me farcir. Je suis allé au Yémen en octobre enquêter là, pendant la guerre. J'ai traversé la mer Rouge. Il y a un article du Monde diplomatique qui raconte, c'est assez incroyable. Mais vous pouvez voir, j'avais posté des trucs dessus. J'ai traversé la mer Rouge sur une barque de passeurs pour arriver au Yémen, pour essayer, en évitant de contourner les drones. Enfin voilà, des risques, j'en ai toujours pris. Ma mère, heureusement, n'est pas au courant de tout. J'espère qu'elle ne regarde pas. Et là, ce qu'on fait, ça aussi, je vais vous le dire, hein, moi, très longtemps, j'étais très seul. Et avec Wikileaks, on était très seul. Et là, on est des centaines de milliers ensemble, quoi. Donc, vous vous rendez pas compte, en fait. On n'a pas de raison d'avoir peur, quoi. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est eux qui doivent avoir peur. C'est eux qui sont seuls. Et oui, supprimer les subventions aux médias non indépendants. Et la question médiatique, ça aussi, j'ai vraiment envie de donner des conseils à qui prendra des décisions demain pour assainir cet espace-là très rapidement. Vous avez vu que Marc-Olivier Fogiel a été nommé à la tête de BFM. Qu'est-ce qu'on découvre dans le bouquin de Marc Andvel, là, le grand manipulateur, que Marc-Olivier Fogiel, c'est un des meilleurs amis de Mimi Marchand et de Brigitte Macron. C'est évidemment que pour ça qu'il a été nommé à la tête de BFM. Parce qu'ils considèrent, en plus, ils sont tellement bêtes qu'ils considèrent que BFM était favorable aux Gilets jaunes.
Ils se rendent même pas compte que si BFM n'a pas arrêté de montrer les Gilets jaunes, c'était juste pour faire de l'audience, mais que derrière, ils nous traitaient comme des sagouins. Enfin bref, à un moment, il faut arrêter avec ces petits jeux oligarchiques, là où on place les copains tout simplement pour contrôler l'information. Je pense qu'on est tous d'accord, non? Et ils ont bien montré qu'eux, ils veulent pas arrêter. Sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outsiders, il y a des gens qui sortent du système comme moi, mais surtout, il y a les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer. Moi, si j'étais sorti du système il y a 5 ans, j'étais mort. Qu'est-ce que j'aurais fait avec mon PDF? Il y a personne qui pouvait... Et Denis Robert, le grand journaliste d'investigation qui a raconté l'affaire Clearstream, raconte comment c'était quasiment impossible de trouver un éditeur. Quasiment impossible, c'était une bataille, vous imaginez même pas la violence. Et pendant un mois, il n'y a pas un média qui n'a pas parlé du bouquin. Ils ont tout fait pour étouffer. Et aujourd'hui encore, personne n'a parlé du fait que je révèle comment Édouard Philippe a fait recruter sa femme à Sciences Po, après avoir attribué des subventions à Sciences Po via la mairie du Havre. C'est encore pire que l'affaire Fillon, personne ne le sort. Donc un type comme ça qui trahit sa classe et qui disparaît, il y a 5 ans, il était mort. Et en fait, ce qui nous permet aujourd'hui de survivre et ce qui fait qu'on est vraiment en possibilité de faire une révolution, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle circule. Et vous pouvez vérifier tout ce que je vous raconte. Ça aussi, c'est une différence avec les autres, c'est que moi, tout est sourcé. Tout est sourcé. Vous pouvez retrouver des photos de moi quand je me suis retrouvé à la soirée avec Xavier Niel et Bernard Arnault que je raconte au début du livre. Enfin, comment est-ce qu'ils avaient utilisé le RITS pour essayer de corrompre les journalistes, comment je me suis retrouvé au milieu de tout ça. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille de le lire pour ceux qui veulent se faire une opinion sur moi, qui ont pensé qu'en fait j'étais le diable incarné, etc. Et voilà. Oui, situation pré-insurrectionnelle avec les femmes, ouais, ça c'est super important, il faut le dire aussi. Parce que là, c'est du vrai féminisme en action. Pas les trucs des magogues, des bourgeois, c'est les femmes qui sont mobilisées super massivement dans ce mouvement aussi. Parce que c'est elles qui ont supporté la violence de la crise et une grande partie de ce qui s'est passé depuis 2008 et qui s'en sont pris plein la gueule. C'est les femmes qui en peuvent plus aujourd'hui. Et vraiment hommage, hein, parce qu'elles ont eu un courage extraordinaire et elles ont su imposer leur voix très naturellement. Et sans elles, ce mouvement ne serait même pas le début du tien de quoi que ce soit. Voilà, je pense qu'on va... Il est 1h40 quand même. On a beaucoup parlé. J'espère que je sais pas si vous avez des questions, des inquiétudes. Encore une fois, de toute façon, moi, je suis là pour transmettre des informations, pour accompagner ce mouvement, pour m'engager. Encore une fois, je vais pas être hypocrite, hein. Enfin, ça m'a apporté tellement donc je vais pas faire comme si c'était pas important ce qui se passe pour moi aujourd'hui. C'est super important d'avoir ce lien avec vous et, euh, et voilà, je voulais vous remercier. Ouais. Est-ce que je veux pas faire une version de Crépuscule présillettré, les alcooliques? Ah là là, et pour ceux qui fument des gitanes et qui roulent en diesel, c'est ça? Et est-ce que j'ai subi des menaces? Ouais, mais surtout quand je travaillais avec Wikileaks. Femme qui est venue une fois, qui me disait travailler pour la DGSE, qui arrivait le visage complètement tuméfié après m'avoir rencontré à Bangui, où elle m'a dit que ça avait été mon agent traitant. Des histoires, vous imaginez pas, quoi, complètement délirantes. Des histoires d'hôtels, enfin bref. Enfin, je peux pas toutes les raconter, mais vous imaginez pas, quoi. Et quelqu'un qui me dit comprend que ton parcours soit difficile de te faire confiance et ta famille, moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que mon parcours démontre étape par étape à quel point je me suis engagé, j'ai pris des risques pour l'autre. Mais par contre, pour se rendre compte de ça, il faut lire ce que j'ai fait. Il faut regarder les articles que j'ai produits, il faut regarder les preuves et pas juste s'appuyer sur les paroles de personnes qui veulent me détruire parce que je leur fais concurrence, parce qu'ils pensent que je leur fais concurrence, que je vais leur piquer leur petit marché, leur petite situation bien confortable. Moi, mon bouquin, il est en ligne gratuitement et la seule chose que je veux, c'est qu'on change cette société, que je puisse retrouver une place dans cette société qui fasse du sens. Et là, dans le monde diplomatique, je signe un article. Le monde diplomatique, c'est pas le monde, attention, et c'est important parce que c'est complètement indépendant, même si ça appartient au même groupe, ils ont réussi à créer une charte. Comme quoi, c'est très facile en fait. Du coup, c'est les seuls à défendre les gilets jaunes massivement, la seule presse écrite qui existe. J'incite à le lire, et les seuls à défendre Julian aussi. Et donc j'ai signé un grand article là-dessus où je raconte justement comment est-ce qu'on s'est battu pour tout ça. Et non, j'évacue pas l'Union européenne, mais vraiment, mais arrêtez, c'est dur quand même. À chaque fois, vous prenez les choses en vol, vous vous commencez à vous attaquer bille en tête en disant pourquoi t'évacues Attali, pourquoi t'évacues Rothschild, pourquoi t'évacues l'Union européenne, pourquoi t'évacues ci, je sais pas quoi, alors qu'on vient d'en parler une demi-heure avant et juste vous étiez pas là.
Pourquoi vous faites ça? C'est quoi? D'où vient cette agressivité? Et surtout, pourquoi est-ce que vous la retournez contre nous, en fait? Vous n'avez pas compris que justement, ce mouvement, c'était une façon justement de canaliser ces violences qu'on avait subies ces dernières années, et de les retourner vers autre chose. Et non, je suis pas un leader. Évidemment que je suis pas un leader. Ça veut rien dire être un leader. Si j'étais un leader, je reproduirais la même position bourgeoise. Je reproduirais exactement le système. C'est-à-dire, vous avez le petit bourgeois là qui sait tout, qui vous explique la vie et qui décide pour vous. Bah non. Là, par contre, je suis un allié, je pense. J'espère être un allié. Tant que vous me considérez comme je suis un allié, ouais, je serai. Je me battrai à vos côtés. Encore une fois, à vos côtés dans le manif, en première ligne, pour intimider les autres, là, ceux qui sont en face et qui ont essayé de nous écraser, de vous écraser, avec de la violence symbolique en disant vous n'avez pas fait d'études. Hein, bah ouais, bah si. Il y a des types comme moi, comme Régis Portalès, polytechnicien, qui s'est pris une plainte dans la gueule et des poursuites pour avoir porté son uniforme de polytechnicien pendant l'acte 3, bah qui sommes là. D'ailleurs, on bosse ensemble, c'est pas sans raison. Je suis devenu son avocat sur cette affaire aussi. Pourquoi? Parce que on veut accumuler du capital symbolique, le redistribuer et leur envoyer à la gueule et dire bah voilà, vous pensiez que vous étiez plus malin, bah nous on a fait de meilleures études que vous, parce que je veux dire que Polytechnique est normal sup, il a raté 3 fois normal sup, le petit Macron. Ah ouais, bah moi j'ai fait normal. Donc bon courage pour nous envoyer cette violence symbolique. Donc c'est pas moi le sujet. Par contre, c'est vous le sujet. C'est s'assurer qu'ils ne puissent pas vous dire bah ouais, vous voyez, vous savez pas ce que vous faites, etc. Bah si, vous savez très bien ce que vous faites. Et vous avez des gens à côté de vous qui ont très bien compris que vous saviez ce que vous faisiez et qui se portent caution de vous, quoi, en gros, quoi. Vous n'avez pas besoin de nous. Par contre, eux, ils auront d'autant plus peur de vous si on est là à côté de vous. Et après, chacun s'organisera. Voilà, et quelqu'un demande le lien du PDF. Alors, c'est pas exactement la même version hein, que le bouquin, qui est un peu mieux. Mais apparemment, il y a déjà une version piratée du PDF qui est sortie dans le bouquin. Encore une fois, c'est assez cohérent. Hein. Moi, je me suis battu contre Adopi justement parce que je croyais pas à toutes ces histoires de copyright et je croyais vraiment au libre partage. Bah voilà, 10 ans après, alors que c'est un best-seller et qu'on aurait pu gagner encore plus d'argent, éventuellement, je sais pas quoi, il est en ligne gratos. Et je vous conseille peut-être. Donc, si vous téléchargez le PDF, essayez de trouver la version pirate qui correspond du coup à la version qu'on a éditée, qui a encore plus d'informations, la préface de Denis Robert, etc. Si vous voulez l'acheter, c'est 19 balles, c'est un peu cher, mais ça aidera peut-être votre libraire et voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, en même temps, j'ai envie de continuer, mais il faut qu'on y aille. Et Godard soutient les Gilets jaunes, ouais. Il y a une académicienne Gilets jaunes. Faut qu'on aille les chercher, les gens bien au sein de cette élite. Il y en a quelques-uns encore, c'est sûr. Faut leur ouvrir les yeux, mais c'est pas la priorité. Faut pas s'user pour les convaincre. Vous avez raison. N'oubliez pas ça. Vous avez raison de toute façon. Donc vous n'avez pas besoin d'eux. S'ils peuvent vous apporter quelque chose, tant mieux. Mais vous avez eu raison. La taxe carburant, vous le saviez, ils ne savaient pas. Ils s'en étaient même pas rendu compte qu'ils étaient en train de se faire avoir par Macron. Que c'était pas fait pour financer la transition écologique, mais pour financer le CICE. Et qu'est-ce qui a permis de s'en rendre compte? Les Macron Leaks, révélés par Wikileaks, où il y a écrit noir sur blanc le conseiller fiscal de Macron qui va raconter des histoires aux Français sur cette affaire. Donc voilà, c'est comme ça que ça se relie entre eux. On moque l'Afrique corrompue et que dire notre propre pays, bah ça c'est un truc que je me suis rendu compte. Ouais. Ouais, c'est triste, hein. Mais on a peu de choses à dire. Pour ceux qui se demanderaient, au cas où, mais parce que maintenant j'ai appris à tout expliquer, là les 3 photos derrière, je sais pas, au cas où quelqu'un interprète un signe sataniste ou quoi que ce soit, c'est 3 photos de Marie-Laure de Decker, qui était une grande photographe de guerre, qui nous regarde peut-être, que je salue, qui est une très bonne amie de mes parents, qui est allée au Tchad, là-haut, au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, vous vous rendez compte le courage qu'elle a eu, et en Inde, là, sur le Gange, pour prendre des photos des grandes, qui a pris des risques énormes, qui était apparemment devenue l'amante de Valéry Giscard d'Estaing dans les 70 pour obtenir des visas pour ses amis rebelles tchadiens. Bref, une femme extraordinaire qui s'est battue. Et à côté, c'est un peintre mexicain, Carlos Torres, un ami de la famille. Bon, voilà. Je pense on y est. J'ai l'information sur le Bilderberg. On en a tous pas mal. C'est un club, en gros, où les plus puissants de ce monde se réunissent et essaient d'accorder leur violon, quoi. Donc, ce qui est important, c'est que ces gens-là soient moins puissants. C'est pas Bilderberg, à la limite, on s'en fiche. Et s'assurer que ceux qui nous représenteront arrêteront d'aller là-bas, quoi. En gros. Et surtout, s'assurer qu'on arrête d'avoir que des gens soient aussi puissants et d'autres moins. Enfin, c'est ce que j'en sais. Après, je suis jamais allé là-bas, hein, pour le coup. Donc, voilà. Et non, je me taillerai pas mon mono-sourcil. Vous arrêtez avec ça. C'est mon identité. Faut arrêter avec le fascisme de l'esthétique qui serait la même pour tous. J'ai pas pour vocation d'être un beau gosse ou quoi que ce soit. J'ai pour vocation d'être moi
Ça fait partie de ma vie et je vois pas pourquoi tout d'un coup la modernité a fait une fixette là-dessus. Donc, je suis très fier de mon sourcil. Je vous emmerde pas, mais je vous demande d'arrêter. Voilà, allez, on y croit. On arrête de se concentrer sur des bêtises. On s'organise, on se mobilise, on voit avec notre voisin, nos amis, qui est prêt à se donner un peu d'envie là pour se battre pour nos opinions. On arrête de se regarder sur Facebook, de faire des commentaires, de s'engueuler, de s'accuser de satanisme et de compagnie. On se fait un peu confiance et si on se fait pas confiance, on reste méfiant, mais on se regarde bien droit dans les yeux et on s'appuie sur des faits pour le faire. Et on fait tomber ce gouvernement qui est en train de nous foutre en l'air la vie et qui est en train de foutre en l'air la vie de beaucoup trop de personnes. Ok? Je vous fais confiance, j'espère que vous serez là. Moi, je serai là à vos côtés et je serai là vraiment pour que s'il nous fasse mal, il nous fasse mal à tous et pas seulement les plus fragiles. Je suis là pour justement éviter que la trahison soit complète de la part de ces pseudo-élites et qu'il y ait de tout dans cette manif et que du coup, ça leur fasse d'autant peur. Allez, courage à tous et à l'amour, parce qu'on fait ça pour ça, je pense. Pour la possibilité d'être aimé, d'aimer et d'avoir un lien entre nous qui sont obstinés à saccager. Ciao.